Salut à tous. Alors, nous sommes là encore ce soir pour un nouveau épisode Mentalité Martiale Podcast chez Ruben Suisse qui est toujours derrière l'écran. Donc, encore une fois, vous allez écouter, entendre sa voix fantôme. Donc, il va poser des questions aussi à notre invité. Ce soir, j'ai le plaisir, c'est la première invitée de notre podcast. Donc, c'est une guerrière. Comme je déjà vous expliqué, c'est pas forcément pour des gens qui font du sport de combat et des arts martiaux. On peut tous avoir une mentalité martiale. Et c'est pour ça qu'elle est là ce soir. Donc, je vais laisser se présenter. Laura Dayfit, merci beaucoup. Merci de me recevoir, Anderson. Donc, tu peux nous présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Laura Dufour et effectivement, je suis plus connue sous le nom de Laura Dayfit. Et je suis dans le sport de course à pied et de fitness. Donc, voilà. Donc, vous avez vu pourquoi elle est là ce soir. Sinon, avant de continuer, n'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne, partagez, likez et laissez des commentaires aussi pour nous aider. On va parler aussi des chaînes de YouTube ce soir parce que c'est une influenceuse qui est très forte là dans le domaine. Donc, moi aussi, je vais profiter pour apprendre. Donc, on va commencer déjà directement, Laura. Donc, ton dernier tournoi, championnat, comment on dit pour la course? Ouais, ma dernière course, ma dernière compétition. Voilà. C'était le marathon de New York. C'était la première fois que tu as fait le marathon. Exactement, c'était mon premier marathon. Ok, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Pourquoi tu as décidé de faire ça aussi? Alors, ce premier marathon que j'ai fait, c'était dans des conditions très particulières. Moi, j'ai 35 ans et j'avais pas prévu de faire de marathon avant 40 ans. Parce qu'en course à pied, on essaye de ne pas s'abîmer prématurément, bien que maintenant les choses aient beaucoup changé. Mais moi, c'est comme ça que j'ai grandi dans la course à pied où quand on est jeune, on court court et vite. Et quand on vieillit, on peut courir plus longtemps et un peu moins vite. Donc, je m'étais dit, je ferais mon premier marathon vers 40 ans. Et puis, j'ai rencontré, je suis coach sportif, j'ai rencontré une dame qui voulait faire son premier marathon à 50 ans. Et je voulais l'accompagner jusqu'au bout. Une élève à toi? Une élève à moi qui m'a demandé de la préparer pour le marathon de New York. Elle voulait faire ce marathon pour ses 50 ans. Et j'aime ces gens qui ont envie de se lancer des défis, peu importe l'âge en fait, peu importe s'ils ont été sportifs ou pas. On peut se révéler n'importe quand et on peut avoir la passion du sport qui se réveille en nous à n'importe quel âge. Et donc, je voulais l'accompagner sur ce défi-là et l'accompagner sur le marathon. Donc, je voulais me préparer pour faire ce marathon et être avec elle et vivre mon premier marathon, du coup. Je me suis dit, pourquoi pas, c'est l'occasion. Dans la vie, des fois, on rencontre des gens, il y a des choses et des opportunités qui nous amènent à des sports qu'on n'aurait pas pensé, à faire des choses qu'on n'aurait pas pensé. Et je pense qu'il faut savoir saisir ces moments de vie. Et sauf que je me suis blessée 3 mois avant le marathon. J'ai fait une double fracture de fatigue. J'ai fait mes plus grosses performances il y a 2 ans, 1 an, 2 ans. Et je pense que la conséquence de cette sursollicitation, et puis on développera, mais je suis aussi maman de 2 enfants et j'ai une vie très, très chargée. Et j'ai trop sollicité mon corps et mon esprit. Et j'ai fissuré 2 os de mon corps, qui est le péroné et le 5e métatarse du pied, 3 mois avant le marathon. Donc, autant vous dire que 3 mois avant le marathon, c'est le début de la prépa. Donc, tu arrives en début de prépa et ton corps, il dit bah non. Donc là, c'était le dilemme de se dire, bah, on a tout réservé, j'ai cette personne que je veux emmener à ce marathon, qu'est-ce que je fais? Et j'ai pas une mentalité de lâcher. Et j'ai plutôt aussi la mentalité d'aller au bout des choses et de vivre les expériences, comme je vous l'ai dit, quand la vie me les propose et me les tend. On avait réservé nos billets d'avion, on avait les dossards, on avait tout. Donc, je me suis dit, bah, tant pis, je vais me préparer moi autrement. Je ne peux pas poser mon pied par terre. Les médecins, ils m'ont mis en béquille. Je dis, OK, il faut que j'ai du cardio et de la muscu. Parce qu'il me faut du muscle et du cardio. Cardio vélo, cardio piscine, muscu sans poser le pied par terre, il y a des solutions. Donc, j'ai fait ça à fond pendant 2 mois et demi. Et 15 jours avant le marathon de New York, j'ai recommencé à courir tout doucement pour voir si j'avais pas trop de douleur. Le médecin, il m'a dit, c'est bon, les os, c'est consolidé. Maintenant, ça passe à la douleur ou ça passe pas. Et j'ai recouru une fois 20 minutes, une fois 40, une fois 17 km. Puis après, j'ai dit stop, il faut que j'arrête parce que si je sursollicite mon pied, il ne tiendra plus. Donc là, dans ma tête, c'était quitte ou double, ça passe ou ça casse. Je pense qu'on est un peu tous joueurs quelque part quand on est compétiteur. On aime aller jouer un peu. Et donc, j'avais un peu ce mindset en me disant… on aime défier nos limites. C'est ça, notre propre corps en fait. C'est un peu fou même. Mais la compétition, elle n'est pas toujours avec l'autre. Ouais. Elle est avec soi-même. Donc j'avais envie de dire, c'est OK. la plus importante, je pense.
Je pense. Et je pense que c'est comme ça qu'on tient la longévité dans le haut niveau et en compétition. C'est qu'il faut pas être tout le temps hargneux face à l'autre, mais faut aller chercher soit ses tripes. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on ressort, nous, moi en tout cas, d'une course et je pense d'un combat fier. T'es gagnant ou pas gagnant, t'es allé au bout de tes limites et de tes capacités. Donc si l'autre il gagne, c'est qu'il était Ouais. meilleur. Fin de l'histoire. Et là, c'était un peu ce que j'avais envie de voir avec mon corps, c'était de dire, ok, je suis pas folle, je me connais, j'ai des années d'expérience, j'allais pas non plus me refracturer en plein marathon, je savais les sensations, les douleurs et tout. Et, euh, et donc, je décide d'aller au marathon. Et je rigole parce que quand je prends l'avion, ma cliente, elle me dit, j'ai pas de visa, je peux pas venir au marathon de New York. Donc Super. moi, je me retrouve au marathon de New York avec le pied cassé d'il y a 3 mois, un marathon que je voulais pas faire, j'ai 35 ans, et ma cliente pour qui je faisais tout ça, elle n'était pas là. Voilà, dommage. Donc, tu vois, là, donc là, tu es à New York et tu te dis, encore une fois, qu'est-ce que je fais? Ça faisait déjà 3 mois que je me posais la question, qu'est-ce que je fais chaque jour? Parce que tu te dis, c'est quand même mon métier, c'est mon corps. Si j'abuse et que je me fracture une bonne fois pour toutes, là, c'est 6 mois d'arrêt que je prends derrière. Donc, tu pèses le pour, le contre, les risques, le truc. Et après vient la mentalité comme vous appelez ça, la mentalité martiale, où tu te dis, mais moi, je me le suis dit la veille du marathon. Je me suis dit, tu sais quoi, je suis là, maintenant je vais aller au bout, je m'en fous. Mhm. Ça passe ou ça casse. Et parce que je me suis dit, je vais le faire pour elle, parce qu'elle, elle n'est pas là, elle ne peut pas venir. J'ai fait tout ça et j'en suis là. Et puis, qu'est-ce que demain il va arriver? Peut-être demain il arrivera quelque chose, peut-être je recourrai jamais. Donc Mhm. je vais rester chez moi dans mon canapé parce que les gens me disaient mais t'es folle, mais t'imagines, tu te blesses et tout. Et t'imagines, je reste dans mon canapé et je vis toute ma vie avec ça en me disant j'étais à New York avec un dossard, des baskets et j'ai pas pris le départ. Bah non. T'es fou. Désolé, hein. Donc du coup bah j'ai pris le départ et j'ai dit ok je me fixe rien. Je vais vivre le marathon comme tout le monde pour une fois. Pas de chrono, pas de truc, je vais kiffer mon moment. Et j'ai pris le départ. Et incroyable, j'ai enquillé 42 km pour la première fois de ma vie, sans prépa, avec la prépa Mhm. adaptée que vous connaissez, mais sans prépa de course à pied, comme quoi c'est possible. Puis tout là, le marathon de New York, il y avait tellement de gens autour de nous, avec tellement d'énergie. C'est ça. Et c'est ça aussi, les sports. Quand on fait de la course à pied, n'importe quel sport, la famille qui est autour, l'équipe, les gens qui viennent Mhm. t'encourager, C'est clair, ouais. cette Le public le énergie qui porte, hein, ça. s'explique pas. On n'est pas des fous, les Mhm. sportifs. C'est- Il se passe des trucs dans notre monde. Il y a Ouais. des énergies qui s'expliquent pas, qu'on vit, et que les autres, tu regardes derrière à la télé, tu peux avoir une petite idée. Viens, Ouais, c'est viens clair. C'est une voir atmosphère C'est un complètement. truc. L'année passée, je suis allé à Paris pour voir les Jeux Olympiques et j'ai vu le Génial. judo. Et franchement, c'était une ambiance, un truc de fou. Et moi, voilà, j'ai déjà combattu, j'ai tourné partout dans le monde aussi pour les sports, pour les compétitions. Et ça me fait penser quand tu as dit tout ça. C'est vrai que c'est une atmosphère qui nous pousse à aller encore plus loin. Ça te donne Voilà. des ailes, quoi. C'est vraiment. C'est incroyable. On a un pouvoir en tant que coach, en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que supporter, que les gens ils soient dans les sports d'équipe. C'est vrai, les supporters, ils portent une équipe de foot, de rugby, une famille, un compagnon. Moi, j'ai vu des panneaux, des gars qui disaient sur leur panneau de New York, si tu passes la ligne d'arrivée, je t'épouse et tout. Mais je suis sûre que la fille, elle a couru plus vite qu'elle a jamais couru, tu vois. Parce que des fois, il y a des trucs qui te portent, tu vois, et tous les sportifs, on porte une cause. Je pense qu'on a tous une histoire. C'est clair. On porte soit quelqu'un qu'on a en nous, qui nous a donné un exemple, quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui est combattu pour une maladie. On a tous un truc. Si tu demandes, je pense, à n'importe quel sportif, C'est il sûr. porte un truc Ouais, dans ses tripes. et je pense que le plus important, c'est, tu as ces moments-là, comme tu as dit, soit ça passe, soit ça casse. Et souvent, quand on fait du sport de haut niveau, la compétition, et ça va arriver souvent. Moi, je donne un exemple aussi. C'était à New York aussi, c'était pour le championnat pan-américain no gi. C'est juste brésilien sur le kimono. Et quelques mois avant, pendant ma préparation aussi, j'ai découvert, je suis parti au Brésil, mon père il a eu un problème de santé très très grave, il a fait une opération. Je suis parti là-bas, j'allais à l'hôpital tous les jours, 8 heures du matin, je rentrais à la maison 17 h, 18 h. Et même là, j'amenais mes trucs, je ne pouvais pas m'entraîner au grappling, mais je faisais la course aussi pour garder le physique. Et après, mon père était encore pas mal, il était bien.
pas bien encore. Et je me suis dit, j'ai fait par la compétition. Tu vois, mais là, je me suis dit, déjà, mon père, si je demande, je pose la question, il va dire, vas-y. Ok. Et si c'est la même chose, je dis, vas-y, on y va. C'est comme tu as dit, ça, il y a des moments qu'on doit décider. Et souvent, je parle à mes élèves aussi, et ça nous transmet aussi, ça nous transfère pour la vie professionnelle, familiale. C'est toujours ça, c'est un côté important que j'aime bien. Donc, je ne connais pas la course à pied, mais c'est ça le changement que je vois, on va dire, c'est pour dire un changement à mes élèves dès qu'ils dépassent la porte de club. Et tout ça, ça transfère un peu dans la vie privée. Ce côté, c'est magique, c'est incroyable. C'est un des plus grands bénéfices du sport, je pense. Je suis intimement convaincue. Et tu as dit que la préparation pour une compétition, un marathon, c'est 3 mois à peu près. Ouais, Mais quand tu tu es déjà t'entraînes. entraîné. Ouais. Mais par exemple, pour ta cliente qui n'a pas participé, est-ce qu'elle s'entraînait déjà, elle a pris la décision comme ça? Pour quelqu'un qui va peut-être démarrer, je vais faire, je sais pas, à Genève, le fin de l'année, Le marathon de Genève. Le marathon de Genève, par exemple, la course d'escalade. Ouais. Est-ce qu'il y a un minimum de temps pour se préparer? Comment ça se passe pour quelqu'un de loisir et un athlète de haut niveau? Si, comme ma cliente, elle ne faisait pas de sport avant et elle a décidé de faire un marathon, il y a 2 choses qui sont importantes. C'est la distance que tu décides de faire. Tu ne te prépares pas pour faire 42 km comme tu te prépares pour faire 7 km. Et effectivement, ta santé actuelle et ton passé sportif. Donc, si tu es un débutant, comme ma cliente qui avait 50 ans, qui n'avait jamais fait de sport, ce n'est pas 3 mois de préparation. On a fait 1 an de préparation. C'est quelqu'un qui n'avait jamais fait de sport, qui avait du poids à perdre, qui devait se créer une masse musculaire. Tu peux préparer un athlète, comme je pense pour toi, très vite, très fort, mais tu sais que tu vas le casser. Tu vas l'utiliser qu'une fois. Il va faire une course, un combat, et s'il ne casse pas pendant la préparation. Et le but, en tout cas pour moi, ce n'est pas ça. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas aller trop vite. Les gens, ils veulent aller trop vite maintenant. Ils arrivent dans un domaine sportif et ils veulent tout de suite être bon, être fort, faire tous les 2 jours un entraînement et tout. Mais ton corps, il faut aussi le préparer. Il faut qu'il se muscle, il faut protéger tes articulations, il faut que ton cœur y suive aussi tout ce nouveau système. Et il faut mettre en place aussi autour. Il faut récupérer, il faut alimenter ton corps correctement, il faut qu'il se repose. Mais bon, je m'égare un peu. Et donc, pour cette personne, il a fallu plus d'1 an de préparation parce que vraiment, elle n'avait jamais couru rien. Et les derniers temps, avant le marathon, on ne prépare jamais un marathon en courant un marathon. On ne court jamais 42 km pour préparer 42. Donc, ça, je pense que c'est intéressant que tu puisses développer. Parce que malgré qu'il y a beaucoup d'informations, désolé pour t'avoir coupé. Non, je t'en prie. Des fois, je pense qu'il y a des gens encore qui pensent comment, au niveau des entraînements, donc on va courir 40. Que vous, par exemple, si vous pouvez après nous dire un peu comment tu fais la préparation, parce que c'est clair que tu ne vas pas courir 42 km tous les jours. Sinon, tu ne récupères pas et puis tu uses ton corps, quoi, et tu vas à la blessure. Donc, tu habitues ton corps à une charge de travail. Moi, je travaille comme ça. Je dis toujours, quand je prépare quelqu'un, je construis une maison. D'abord, je fais des bonnes fondations. Je fais un bon plancher. Je le renforce, je lui apprends à gérer son corps, la coordination, l'agilité. Je travaille en poids de corps, je renforce des zones que je détecte aussi. Tu regardes le corps de la personne, tu peux analyser si le corps il est droit, s'il manque de muscles sur un côté. Rien que visuellement, tu peux déjà détecter des choses. Quand tu entraînes la personne, que tu discutes avec le passé, tu sais s'il y a des failles, s'il y a eu un poignet, une cheville, quelque chose. Et c'est pareil, tu ne peux pas prendre quelqu'un comme s'il était brut. Il a un passé. En plus, plus il est âgé, plus il va avoir un passif. Donc déjà, tu fais une bonne fondation. Parce que si tu pars sur une fondation qui est bancale, on sait comment ça fait, les maisons, elles ne tiennent pas. Après, quand tu as fait tes fondations, tu fais ton mur. Donc ton mur, là, tu commences à rentrer, à mixer les entraînements. On n'est plus que sur du poids de corps, on va venir mettre de l'explosivité, on va venir mettre de la muscu avec de la charge, on a des bases solides, donc on peut commencer à rentrer des choses. Et tu vas commencer à te diriger vers ce quoi il se prépare. S'il veut faire du sport de combat, tu vas commencer à lui faire un peu, toi, peut-être en combat, il y a des exercices en poids de corps basiques. Et donc après, tu construis les murs, tu commences à intégrer de plus en plus du sport de là où il veut, donc moi de la course à pied. Je fais pas, quand quelqu'un il arrive chez moi, je ne vais pas le faire courir directement. Enfin, c'est rare, ou peut-être doucement alterner marche et course, marche et course. Et après, quand tu as des murs qui sont solides, tu peux poser un toit. Et là, tu arrives dans l'entraînement spécifique. Mais avant, j'ai monté déjà tout ça.
Et c'est pour ça, on trouve plein de choses sur Internet, on trouve plein de programmes, mais c'est bien si tu as un passif, c'est bien si tu te connais, et c'est bien si tu as déjà pratiqué différentes choses. Mais pour moi, il y a une base qui est commune à tous les sports. Je pense que tous les sportifs passent par de la muscu. Ouais, d'accord, moi je sais qu'à peu près à l'âge de, pour parler un peu de toi aussi, Mhm, donc moi je sais qu'à peu près à l'âge de 20 ans, tu as un accident relativement important mhm. et dans lequel ils t'ont dit que tu pourrais plus jamais courir, si je ne me trompe pas. Et donc, suite à cela, donc, enfin, ce que je suppose, c'est que suite à cela, ça t'a donné un know-how pour C'est aujourd'hui juste. partager avec tes clients et avec tous les gens qui te suivent, enfin, bah, comment bien récupérer et comment s'y mettre, parce que si je ne me trompe pas, donc une année après, tu étais déjà sur la route. Mm. Donc, si tu pourrais nous raconter un peu cette histoire, ça serait Ouais. peut-être intéressant de revenir. Comme je vous disais, beaucoup de sportifs portent en eux quelque chose. Moi, je porte aussi en moi quelque chose qui me donne peut-être cette rage de courir. J'ai eu un grave accident de voiture et j'ai eu une fracture ouverte du fémur et une multiple fracture. Et quand j'étais à l'hôpital, on m'a dit, si déjà tu marches sans boiter, ça sera bien. Et sauf que moi, je venais d'être opérée en course à pied et je venais de faire ma première saison, mes premiers championnats de France. Donc, vous dites à une jeune de 20 ans, là, c'est fini. Et quand je me suis relevée de ça et que j'avais cette jambe qui fonctionnait plus, et je pense que c'est vrai que ça a dirigé mon parcours professionnel derrière ma mentalité, c'est que cette question on se pose, j'y vais ou j'y vais pas, et ben quand j'étais à l'hôpital et que je portais ma jambe pour la mettre sur le fauteuil et la reposer, je me suis posé la question 2, 3 fois dans la chambre d'hôpital, ça va être dur ce que je vais dire, mais je me suis dit maintenant, soit je saute par la fenêtre et c'est fini, parce que derrière cet accident, enfin, il y a d'autres choses qui étaient très difficiles et qui m'ont poussé à me poser cette question. Et je me suis dit maintenant, soit tu sautes et c'est terminé, et tes souffrances, elles s'arrêtent ici, soit tu restes, mais si tu restes, tu te bats. Et j'ai choisi de rester parce que je suis là ce soir. Et Voilà. du coup, je me suis battue. Et je me suis plus que battue, c'est que je me suis dit, OK, il y a ce que les gens ils disent, ce que la science elle pense, puis on sait tous qu'il y a aussi ça. Et ça, c'est une force monstrueuse, dans un sens comme dans l'autre. Je pense qu'on peut presque se donner une maladie. Je prends des pincettes pour des gens qui vivent des choses difficiles, mais je pense qu'on peut se rendre malade, comme on peut se sortir de certaines Bien choses. sûr. Et, Moi, et une fois de plus, attention à ce discours-là, mais vraiment, je pense qu'on a une capacité qu'on utilise. C'était prouvé dans des études scientifiques, on n'utilise même pas 50% de notre cerveau. Donc, imaginez, il y a eu des histoires, il y a eu une histoire véridique d'un arbre qui était tombé sur un enfant, il y avait son père à côté, et je crois qu'il a soulevé un arbre d'une tonne ou je sais pas quoi, parce que par les tripes de Par l'envie. l'histoire, Ouais, et je pense que le sport, il y a des moments, en fait, c'est ça, tu vas te chercher, mais même on se fait des histoires même. C'est ça aussi la prépa. Moi, je me construis des fois des histoires, j'attrape des émotions. Je peux travailler une émotion de colère, une émotion de tristesse, et je me la mets dans les tripes, et après, je vais la sortir en compétition. Tu Donc, transmets ça et je transmets ça, et du coup, c'est vrai que ça m'a réappris donc à repartir de zéro et que rien n'est impossible. Et à faire les choses correctement, parce qu'il arrive un moment, ton corps, c'est ton enveloppe corporelle pour toute ta vie. Donc, soit tu travailles avec lui dans le respect et tu essayes d'avancer, soit il y a un moment donné, ton corps, il va reprendre ses droits et la nature, elle va reprendre ses droits. Et avec cet accident, du coup, voilà, j'ai réussi 1 an après à aller au championnat de France. Ça m'a donné une rage de vivre. Et chaque jour, je me dis, tant que je peux courir et que ma jambe, elle fonctionne, je le fais en fait. Et je le fais presque par humanité en me disant, je le fais pour ceux qui ne peuvent pas. C'est bête, Ouais. mais des fois, je me dis ça. Je me dis, mais tu n'as pas le droit de ne pas le faire. Toi, tu peux. Ça se trouve, il y a des gens, tu sais pas combien il y a de gens dans le monde qui aimeraient pouvoir. Donc, les moments où tu as des doutes, tu te raccroches à différents trucs comme ça. À une histoire qui est dure, à quelque chose que tu veux rattraper, à ce que tu aimerais pouvoir donner aux autres qui ne peuvent pas. Et je pense qu'on navigue dans toutes ces émotions tout le temps, en tout cas pour moi. Et je navigue dans toutes ces émotions tout le temps. Et Ouais, ça commence par le mental, tout dans la vie. Et, tu te et, lèves le matin, et tu est-ce que choisis. tu as un préparateur mental aujourd'hui ou c'est toi-même comment tu gères ça? Je suis très curieuse, donc j'ai lu beaucoup de choses et je prends le côté que je trouve intéressant des réseaux, qui est le partage d'informations utiles. Je scrolle pas sur trop de bêtises et j'essaye d'aller chercher des sources d'informations. Il y a des gens qui ont pratiqué des études et je m'inspire de gens qui ont réussi. Je dis souvent, il faut que tu regardes les gens qui vont là où toi tu veux aller. Il faut que
Si tu veux être un champion, regarde des champions, inspire-toi de champions. Tu veux être un entrepreneur qui a réussi, regarde des entrepreneurs qui ont réussi. Inspire-toi de gens qui ont déjà fait le chemin que tu as fait. Et après, tu fais un mélange de toutes ces informations et tu prends ce qui te correspond à toi. Mais Donc aujourd'hui, c'est toi-même qui... pour aujourd'hui, c'est moi-même qui fais ma préparation mentale. Ouais. Bon, Alors, des fois, elle est bonne, des fois, elle est moins. On apprend tous les jours. Tu le fais pour toi et pour les autres, en fait. Mais En bon. fait, c'est une thérapie. Ta prépa mentale, c'est une thérapie et on est bien meilleur pour les autres que pour soi-même. Mais par contre, je pense que ça passe par les testings sur soi pour pouvoir donner aux autres. Ouais, non, c'est sûr, c'est très important, je pense, mental pour la course à pied. Moi, je ne veux pas dire que j'aime pas, mais quand je dois me préparer, donc je fais la course à pied aussi. Je veux pas dire que j'aime pas, il a dit quand Non, même. je veux pas dire que j'aime pas, mais c'est pas le truc que j'aime plus. Ça veut dire que c'est dur. Je préfère 1000 fois passer 1h30 sur tatami Ok. que 30 minutes, 40 minutes de courir au bord de lac, sur un tapis roulant. Mentalement, c'est plus difficile. Ça me rassure, Tu tu ne me passeras pas sur un 10 km. Voilà, voilà. Mais ça commence par le mental, ça c'est sûr. Ouais. En fait, tu le fais même si tu n'apprécies pas tant que ça parce que tu sais que tu as besoin. Ouais, c'est sûr. C'est un besoin. Et arrive un moment, les gens, c'est ça aussi qu'il faut qu'ils comprennent. Il y a des trucs que tu n'as pas envie, mais ça fait partie du chemin. Ce Mhm. qui est intéressant dans la course à pied, c'est qu'elle sert à tous les sports. Enfin, tu dois être bon au judo, tu dois être bon, tu dois courir. Moi, je pense. À la boxe, à la MMA, tu dois courir. C'est une base. C'est la base. Quoi. Comme la muscu, c'est une base. C'est la base. Et après, parlons du côté mental, moi je donne toujours cet exemple. Si j'ai deux athlètes qui vont faire une compétition, ils ont le même niveau, ils ont la même capacité pour gagner le tournoi. Il y en a un qui, pendant la préparation, tout était nickel, technique, physique, tout ça. Mais à la dernière semaine avant la compétition, il a eu un souci. Mentalement, il n'est pas à 100%. Et j'ai un autre qui, techniquement, il n'était pas au top. Peut-être qu'il a eu des blessures pendant la préparation. Mais mentalement, il est... Si je dois parier sur les deux, je peux parier sur celui-là qui a le mental à 100%. Même si techniquement, physiquement, il n'est pas au top, je préfère parier sur lui que l'autre. Donc, c'est complètement comme ça. Ben, en course à pied, moi, par les statistiques que j'ai, tu es plus performant dans le 10 kg, si je ne me trompe pas. Ben, en tout cas, tu as plus de courses en 10 kg. Enfin, pourquoi les 10 kg 10 km, parce que quand je vous disais, c'était selon l'âge, je pensais passer au semi, au marathon plus tard dans ma carrière, sachant que j'ai commencé la course à pied tard, j'ai commencé à 18 ans. Donc avant, je ne faisais pas de course à pied. J'ai toujours été une sportive. Tu faisais quoi avant ? Mon père est moniteur de ski et maître nageur. Donc j'ai de toute façon baigné dans le sport. J'ai fait du judo, j'ai fait du ski, j'ai fait de l'équitation, de la gym, de la natation. Enfin voilà, j'ai touché vraiment à tous les sports. Mais je me suis vraiment fait repérer à 18 ans. Et qu'est-ce que tu me disais ? Pourquoi les 10 kg 10 km, mais tu as commencé... Je suis meilleure en semi. Tu as commencé combien de kilomètres, ta première ? J'ai commencé par les crosses. C'est moins connu maintenant, mais en fait, la base de la course à pied, ça reste le cross. Ça veut dire c'est un terrain boueux qui monte, qui descend. Et à la base, on se challengeait là-dessus. Et les clubs de course à pied, les championnats, c'était ça. Tu démarrais départementaux, régionaux, interrégionaux, championnats de France. Chaque fois, il fallait te qualifier pour arriver au truc au-dessus. Maintenant, la course à pied, c'est démocratisé. Il y a des 5 km, des 10, des trails, Mais la base, c'était quand même vraiment ça. La première, c'est 5 km. Oui, alors après, sur piste, donc tu as le sport de piste qui est sur une piste d'athlétisme, tu as le sport route en course à pied et tu as le hors-stade qu'on appelle, qui est le trail. Donc sur piste, tu vas avoir les sprinters, 100 mètres, 200 mètres, 400, 800, 1500, 3000 jusqu'à 5000. Même je crois au JO, il y a les 10 000 même sur piste. Et après, sur route, maintenant, il y a des 5 km, des 10, le semi-marathon qui est la moitié d'un marathon, donc qui est 21 quelque chose, et le marathon qui est 42. Et moi, j'ai été pas mauvaise sur 10 parce que c'est une course de base qui est accessible, où tu peux courir vite et c'est pas trop long. Et après, je me suis révélée un peu plus sur semi-marathon, où là, j'ai vu que j'avais un plus gros potentiel. Et là, je suis en train de me découvrir sur marathon. On verra jusqu'où ça me mène. En tout cas, je continue de courir encore maintenant parce que souvent les gens disent « Ah, mais c'est bon, tu as prouvé ce que tu avais à prouver. » Moi, je pense pas. J'ai rien à prouver aux autres. Par contre, j'ai des trucs à me prouver encore à moi et j'irai jusqu'au maximum de mes capacités physiques. Et un jour, je ne sais pas qui est-ce qui déterminera ce jour,
Je me dirais, OK, là, j'ai prouvé ce que j'avais à me prouver. Et puis, je passerai peut-être soit à autre chose, mais je crois que je continuerai à courir. Je pense que quand tu es piqué par un sport, on appelle ça dans le jargon être piqué, bah, c'est C'est celui vrai. qui jamais ton sport. Moi, Et tu peux me Mhm. parler un peu de ton palmarès? Je te demandais de te présenter, on n'a pas Mhm. parlé de ça. Si tu peux nous dire tes titres les plus importants. Mes titres, Désolé, Ruben. tu veux peut-être nous les dire parce que moi, je sais même pas si je les connais. Vas-y. moi, j'ai pas tout ici, mais je J'ai- sais qu'en junior, tu étais champion de France, si je me trompe pas. En espoir, En j'ai espoir, été, non, j'ai été au championnat de France, j'ai été peut-être 12e en interrégion en cross. C'est difficile parce que c'est un monde, c'est comme toi quand tu vas me parler de certains championnats et tout. Il y en a qui ont des grosses références et puis tu vas dire le gars il a été 10e et c'est une monstre référence, puis il va être premier sur un petit championnat. Et les gens, ils n'ont pas cette référence en fait. Ils croient que premier, c'est toujours top. Mais tu peux être premier d'une petite course où il y a de la concurrence, elle est Bien faible. sûr, ouais. Ou tu peux être 15e d'un truc monstre et puis les gens ils disent oh mais il était 15e, mais en fait c'était un truc dingue parce que les 15 devant c'était des monstres, tu vois. Donc c'est toujours difficile de parler du palmarès, mais j'ai fait plusieurs qualifications au championnat de France qui pour moi me paraissent normales, mais en fait ne sont pas accessibles à tout le monde. Parce que, comme j'ai dit, il y a 7 départementaux, régionaux, inter, donc il faut y arriver jusqu'aux France. Donc même quand tu es 20e, 30e aux France, bah, tu fais déjà partie des meilleurs Français. D'être aux France, tu fais partie des meilleurs Français. Et après, j'ai gagné plein de courses, plein de trails dans le Pays de Gex, sur Genève. J'ai fait des podiums sur le 20 km de Lausanne. Je l'ai peut-être gagné une fois. J'ai dû faire 4e sur celui de Lausanne. J'ai gagné les 20 km de la course de l'aéroport à Genève. J'ai gagné la course de Mérin. J'ai gagné le trail du Reculé. J'ai fait une qualification au championnat du monde de trail. Moi qui n'étais pas du tout une spécialiste en trail, souvent je me suis retrouvée à des endroits étonnés de moi-même. C'est pour ça que la prépa mentale, des fois, en fait, en y allant aussi complètement déchargé d'intention, des fois ça fait qu'on fait aussi des trucs fous. C'est très difficile à gérer la pression. Des fois on s'en met trop, des fois pas assez. Mais ouais, j'ai fait de la course à pied sur piste, j'ai fait des beaux temps sur 1500 mètres, j'ai fait 4 minutes 54, j'ai fait... Enfin, voilà, j'ai même pas tout en tête Et c'est pas encore fini. et c'est pas encore fini. Je me le souhaite, ouais, de faire encore des beaux podiums et pour le plaisir de voir les yeux de mes enfants briller aussi, qui est maintenant une nouvelle source de motivation. C'est sûr. Moi, j'ai 3 enfants. J'ai un plus jeune qui ne m'a pas encore vu combattre. Ah, Peut-être cette année, je vais recombattre pour qu'il puisse voir aussi. génial. Ça, c'est Tu vas vraiment aller faire motivant. quoi alors? Je suis en train de voir peut-être un championnat d'Europe Nogi, grappling, peut-être un truc de super fight. Super fight, c'est des soirées organisées entre des combattants, un contre l'autre, peut-être une histoire, qu'on a déjà combattu, tout comme ça. Mais ça fait penser aussi, c'est une motivation. T'as pas décroché non plus encore, alors tu es encore dans Ah la... non, c'est sûr Tu que disais, fin de Covid, tu avais fait une compétition non, c'était avant Covid. avant Covid? C'était le championnat du monde master en Oui, 2019. c'était ça. Ok. Et après, donc, le Covid Ah, est quand venu. même. Là, je suis en train de travailler le mental pour revenir. Mais c'est comme ça. Et ta préparation actuellement, comment ça se passe pendant la semaine? Tu t'entraînes tous les jours? Comment tu peux nous raconter un peu comment ça se passe? J'ai une préparation de femme entrepreneuse maman. Ça veut dire que j'ai pas une préparation d'athlète. C'est une réalité de la vie. C'est qu'aujourd'hui, mon plus grand combat, et j'ai fait une vidéo sur mes réseaux là-dessus, c'est pas un combat, mais pour moi, prendre le départ du cours, c'est le plus facile. C'est d'aller jusqu'au départ de la course qui est le plus difficile. Il faut que je m'organise, il faut que je fasse garder mes enfants, il faut que j'ai le temps de petit déjeuner, il faut que j'arrive à dormir, il faut que je fasse le travail. Si je travaille pas pour aller m'entraîner, je gagne pas d'argent parce que je suis entrepreneuse. Donc, il faut que je rentre mes heures de travail ailleurs. En fait, c'est tout ce qu'il y a autour. La compétition, pour moi, c'est facile. Je sais faire, je sais courir, mettre un pied devant l'autre, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Donc aujourd'hui, je m'entraîne 5 jours sur 7 quand tout va bien et que ça va bien. Je récupère beaucoup plus qu'avant. Avec le temps, avec les années, je vois que j'ai besoin de plus de récupération. Il suffit de s'adapter, ça ne change pas mes performances. La preuve, si on sort mes perfs qu'on a regardé, j'ai fait tous mes résultats il y a 2 ans, alors que j'ai commencé à 18 ans. Donc, je n'avais pas d'enfant, je n'avais pas toute cette charge, mais parce que je me suis construit différemment et mon physique s'est construit pendant toutes ces années. En course à pied, à ça aussi, la maison dont je vous parlais, les fondations, en fait, on les crée pendant toutes ces années. Donc, même si tu cherches des perfs, mais que tu ne les sors pas tout de suite, il faut aussi croire en toi et pas lâcher. Parce que gagner, c'est être le jour J
la bonne personne au bon endroit, au bon moment, la meilleure. C'est sûr, il y a beaucoup de choses C'est qui beaucoup de font. paramètres. Ah ouais, Donc, laisse-toi la chance que même si 10 fois, tu n'as pas été le meilleur ce jour-là et tout, que peut-être demain, ça sera ton jour. c'est sûr. Et comment tu as décidé de devenir coach en fait? Parce qu'il y a quand même cette transaction de pouvoir entraîner les autres et de vouloir Ouais. entraîner les autres. Bah, comment est-ce que ça t'a pris? Bah, qu'est-ce qui t'a fait? Donc, qu'est-ce qui t'a motivé Et depuis combien de temps tu es coach aussi? Je profite de la question de Ouais. Ruben. Je suis coach depuis, on est en 2025, j'ai 35 ans, j'ai été coach à 23 ans, j'ai commencé à travailler dans les salles de sport, donc ça fait plus de 12 ans, bientôt 13 ans que je suis coach. Ça m'est venu comment? Je faisais mes études et en fait, j'avais cette passion du sport, je pense, que je voulais développer et je vois comment le sport avait pu m'aider moi-même. Et je pense que j'ai eu tout simplement une adolescence difficile, comme plein de gens, où j'ai eu du mal à me trouver, où j'ai vécu des trucs difficiles. Et le sport, ça m'a sorti de ça, en fait. Et je me suis dit, tiens, mais si tous ces gens, je pouvais les aider en leur disant la clé, Ça, elle est là. ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Pas que tu as une difficulté, Non, oui, oui. mais que ça t'a aidé parce que j'entends beaucoup dans le sport de combat. Ouais, la mauvaise image. Et comme tu as dit, ça t'a beaucoup aidé dans le moment difficile de ta vie. Et là, aujourd'hui, c'est cool d'entendre aussi par rapport à un sport que je pense, au niveau mentalité, ça ressemble beaucoup au sport de combat. Mais qui pour de vrai, c'est pas vraiment du sport de combat. Et ça peut t'aider aussi à t'en sortir. Pour moi, c'est un message important aussi du podcast, de transmettre l'importance du sport dans la vie des gens. Voilà, c'est encore un exemple qui est là ce soir. Comme tu as dit, ça t'a guidé un peu. C'est une thérapie. Et là, comme tu as entendu expliquer, je t'ai coupé, désolé, je pense que tu vas finir un peu par ça. Cette passion de pouvoir, de sentir, d'avoir vu qu'est-ce que ça fait dans ta vie, de pouvoir transmettre aux gens, ça c'est vraiment important, je pense, par rapport à l'image qu'on a du sport. Donc, je te laisse continuer. Désolé que tu as entendu expliquer que tu as vu que tu pouvais aider les gens aussi avec ça. Mais je te rejoins complètement et je vois ce que tu veux dire avec les sports de combat. Vous êtes un peu victime de ce truc où on croit que ça amène la violence, mais non, ça l'enlève en fait. La Ouais, violence, clairement. ça l'enlève de la rue pour la remettre sur un tatami et qu'elle soit gérée et contrôlée. Et autour de ça, on apprend des valeurs et des vraies valeurs humaines. Et il y a plein d'enfants qui ont besoin de ça, qui ont été perdus à un moment donné. Peut-être les parents, ils ont fait le travail, mais peut-être l'enfant, il n'a pas entendu le travail par les parents. Et peut-être qu'il va l'entendre par les autres dans la salle de sport et il va l'entendre par son propre corps. Parce que du coup, quand ton corps, il te met à rude épreuve et tout, bah là, la violence, elle est face à toi-même. Donc, du coup, 100%, ça rejoint. Et j'allais rebondir là-dessus en disant que ma chaîne YouTube, que j'ai développée, qui aujourd'hui est quand même une belle chaîne et qui doit être 270 000 abonnés dessus, j'avais la même idée. En fait, ça arrivait en 2000, juste avant le Covid, en 2018. Je me suis dit, donc j'étais devenue maman. Après ça, donc le sport m'avait sorti de moments difficiles de l'adolescence. Le sport m'a encore sorti de mon accident de voiture. Le sport m'a tout le temps sauvée, en fait. C'est pour ça que je suis pour moi, je suis la voix et la parole du sport parce que je suis l'exemple même que le sport m'a permis de survivre, en fait. Et après l'accident, il m'a redonné un objectif de vie. Il y a des moments où tu es égaré, ça te donne un objectif. Et ça se retransmet sur la vie personnelle, professionnelle. Tu te fixes des objectifs, tu te donnes des moyens, tu les atteins pas, tu les loupes, c'est pas grave. Tu refixes un objectif, tu te donnes des moyens, tu les atteins, tu les loupes. Et du coup, en fait, c'est ça. Et c'est ça le cercle de la vie aussi, que ce soit au boulot ou dans le sport. Et pour ma chaîne YouTube, j'avais eu donc mes enfants. Et à l'époque, c'était pas aussi démocratisé les salles de sport. Moi, j'habitais un petit peu plus reculée en campagne et on n'avait pas tant de salles de sport que ça. Et je me disais, mais moi, j'ai de la chance, j'ai fait des études de sport. Donc, après les enfants, je savais comment me préparer, comment me remettre en forme et tout. Et je me disais, mais t'imagines le nombre de femmes qui sont chez elles et qui n'ont pas cette chance. Et qui n'ont pas cette chance et qui ont envie d'être en forme. Elles sont chez elles avec leurs enfants, avec leur corps qui a complètement changé. Alors, on va faire un peu une partie un peu féminine, mais avec leur corps qui a complètement changé après les grossesses, avec leur mental qui a complètement changé parce qu'elles deviennent des mamans et elles sont plus des femmes et elles ont des instincts qui se réveillent et il faut gérer toutes ces émotions et tous ces trucs. Et je me disais, il faut qu'elle s'occupe de l'enfant. Donc, elle ne peut pas se libérer pour, au début, elle est proche. Et donc, je me suis dit, je vais faire des vidéos
qu'elles pourront faire chez elles, en regardant la télé, se remettre en forme, se redonner une dynamique, se redonner des objectifs et avoir un truc de qualité qu'elles peuvent faire à la maison. Et c'était parti de ça. Aujourd'hui, ça a l'air d'être tout bête et hyper connu. On a accès à tout, tout le temps. Tu as quand même 272 000 abonnés. Ah bah voilà, Je- je remercie Mais- ces 272 000 abonnés. Et c'était comme ça que l'idée pour la chaîne YouTube, c'était comme Et ça. l'idée, elle est partie de ça. Et après, et je te dis, à l'époque, vraiment, il y a quelques années encore, j'ai l'impression qu'on est des vieux, mais en 2018, c'était pas si répandu que ça. Il y a le Covid qui a fait qu'on s'est tous mis à regarder des vidéos. Mais moi, à l'époque, c'était pas du tout vraiment tendance. Et l'idée, elle était vraiment j'étais une maman, j'ai toujours eu de l'empathie, je pense, pour l'humain. Et j'ai toujours voulu transmettre à l'humain ce que je vivais. Et je me suis toujours dit, il y avait des gens qui devaient forcément traverser des trucs comme moi. Et ça a motivé toutes mes actions d'entrepreneuse. Et puis après, ma chaîne, elle a explosé avec le Covid parce que les gens étaient enfermés. Et puis, j'ai pu passer mon message, être écoutée. Puis aujourd'hui, voilà, je continue d'essayer de faire ça. Je continue de courir. Je continue de vivre de tout ce dont je vous parle. Donc, tu peux nous parler un peu plus sur, là, tu as déjà commencé, par rapport à ta chaîne. Donc aujourd'hui, le contenu, c'est voilà, c'est orienté vers la course à pied. Oui, non, Ou pas forcément. ouais, c'est vrai que je parlais de maman et de trucs comme ça, mais en fait, j'ai voulu donner un contenu basique de fitness. Du sport à Pour faire tout le chez monde. toi sans matériel, pour tout le monde. Tu fais du sport chez toi sans matériel. Je t'apprends ce qu'on m'a appris dans mes études avec du poids de corps. On construit la fondation ensemble. Et après, je me suis un peu spécialisée. J'ai fait des vidéos exprès pour le haut du corps, pour le bas du corps, pour le cardio, pour le renfort, pour les abdos. Et bien sûr, après, j'ai essayé de mettre des vidéos qui étaient axées sur la course à pied. Bien que tu fais pas une vidéo de course à pied, tu cours pas dans ton salon sur place, donc c'était difficile, mais je propose du renforcement spécialisé pour la course à pied. J'essaye de faire des vidéos un peu où, comme avec vous, on discute pour essayer de donner un peu des axes de travail aux gens, expliquer qu'ils comprennent en course à pied comment il faut faire. J'ai développé un programme sur 3 mois où j'explique tout ça et où j'ai mis du renforcement musculaire, où j'ai préparé des plans d'entraînement sur 3 mois. Tu me disais tout à l'heure, quelqu'un qui veut se mettre à courir, comment il fait et tout. J'ai justement créé un programme comme ça et j'ai fait 10 modules de vidéos où j'explique tout ce qui est important de savoir et de comprendre. C'est pas juste tu cliques, tu vas sur Internet et tu prends un programme et tu suis ton programme. Je t'apprends à te connaître, je t'apprends à pas faire d'erreurs, je t'apprends à pas te blesser, je t'apprends à comprendre ce que c'est la mentalité martiale, je t'apprends à quand il fait telle température, pourquoi il faut t'habiller, pourquoi il faut pas t'habiller. On n'y pense pas, mais c'est des Ouais, trucs clair. techniques. Tu es là, mais la fille, qu'est-ce qu'elle veut m'apprendre à comment m'habiller et tout. Tu sais quoi, quand tu es trop habillé, ton corps il monte en thermostat et ta température corporelle, elle augmente, ton cœur, il s'accélère, tu n'as pas commencé à faire un effort, tu pulses déjà, tu es à 140. Derrière, tu vas faire un effort là-dessus. Si tu es en bonne santé, tu vas être vite essoufflé. Et si tu n'es pas en très bonne santé, tu vas être pas bien dans 100 mètres, quoi. Donc, j'exagère un petit peu, mais c'est des choses basiques qu'il fallait que je voulais mettre dans un programme. Là, je parle de ça, mais je parle de plein de choses. Je parle de la motivation, comment développer sa motivation. C'est la question que les gens ils demandent tout le temps. Comment tu fais pour être motivé tout le temps, pour aller au sport? Déjà, j'essaye d'apprendre à me connaître. Qu'est-ce qui me motive? Est-ce que c'est d'aller rejoindre mes amis au sport? Est-ce que c'est la performance? Est-ce que c'est l'esthétique? Quand tu sais ta principale source de motivation, tu peux en avoir plusieurs, tu t'accroches à ça. Tu y vas, tu te dis, OK, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'esthétique, c'est d'avoir un physique. Et chaque jour, tu te dis, OK, je vais à l'entraînement parce que j'ai envie d'avoir un physique. Mais le jour où tu dis, bon, mon physique, c'est bon, je suis pas mal et tout, il faut t'accrocher à autre chose. Donc là, tu te dis, OK, je peux essayer de développer mon côté social. Fais-toi des amis avec qui tu vas. Et tu vas t'accrocher à une autre motivation. Et puis, des fois, tu vas te fixer un objectif, une course, une compétition. Et tu vas t'accrocher à la motivation de la performance. Et après, tu tournes entre ces motivations ou des fois, tu les additionnes. En ce moment, tu es un peu moins motivé. Donne rendez-vous à tes potes, ils vont te motiver à ta place. En ce moment, tu as envie de plaire à quelqu'un, ça va être ta motivation esthétique. Il faut trouver la motivation. Il faut se connaître. C'est très important. Moi, de temps en temps, je fais un petit sondage, je vois dans mes groupes pour mes élèves, et je pose les questions. Quel est ton but principal avec les entraînements, avec le jiu-jitsu, pourquoi tu as commencé? C'est pour la self-défense? Et pourquoi tu continues? C'est pour l'esthétique, c'est pour progression technique. Et c'est important, parce que quand je vois les réponses, après aussi, je sais où je peux aller dans la motivation avec eux.
Donc ça, C'est ça les rôles des coachs aussi. c'est très important aussi. Comme tu as dit, il faut se connaître, il faut savoir quelle est la motivation. Et ça peut être plusieurs aussi. Donc, tu as commencé avec cette idée de montrer au moment, on va dire comme ça, comment elle pouvait se préparer ou commencer à faire le sport. Et aujourd'hui, ta chaîne elle a 272 000 personnes. 272 000 personnes. Voilà. 272 000. Hein. Voilà. Ouais, Donc, J'ai bravo. une question Merci. par rapport à ton programme moi j'étais heureux. Qui s'appelle Courir sans souffrir, Courir sans souffrir. qui est justement. un mensonge, bien Ça sûr. existe, ça? Ça a commencé à Ne changer. m'attaquez pas J'ai dit à tout à là-dessus. l'heure, j'aime pas trop. J'ai dit, peut-être ça va changer. Voilà, je vais commencer à aimer plus. Voilà. Le but, c'est de courir sans souffrir, mais il faut passer par un peu de souffrance pour arriver à ça. Mais c'est un objectif. Et aujourd'hui, moi, je vais courir sans souffrir bien plein de fois. Mais effectivement, il faut que tu passes par certaines étapes. En fait, c'est qui tu deviens le long du programme qui est intéressant. Excuse-moi, dis-moi. Non, c'était justement ça. Quel était le contenu, c'est basé dans quoi et pourquoi c'est non. Ouais, courir sans souffrir parce que je pense que comme toi, j'ai voulu que mon sport se détache d'une mauvaise image où tout le monde se dit oh là là, courir c'est une souffrance et tout, et que c'était le truc premier. Mais et donc j'ai créé un programme où dans ce programme, comme je disais tout à l'heure, tu as 3 mois où je te donne ce que tu as à faire jour par jour et à 3 niveaux. Tu n'as jamais fait de sport, tu es débutant, tu prends le programme débutant. Tu as le programme intermédiaire, tu es capable de courir entre 5 et 10 km, on va dire 30 minutes, quoi. Tu as le programme confirmé, enfin ouais, plutôt 5 km l'intermédiaire, et le confirmé, tu es capable de courir 10 km 1 heure. Mais il y a des gens qui courent 10 km 1 heure et qui sont tout le temps en train de souffrir et qui me disent toutes les semaines je vais courir et c'est toujours une souffrance. Et là, je te détaille le programme en fait sur 3 mois pour que tu t'améliores, que tu saches toutes les bases de la course à pied, progressivement, sans te blesser, en construisant la maison. Tout est expliqué, ce que j'ai commencé à vous expliquer dans le programme. Et les 10 modules où il y a aussi de la prépa mentale, il y a les bases de la course à pied, ce qu'il faut savoir pour acheter les bonnes baskets, il y a aussi de la nutrition. Il y a aussi de la nutrition. Oui, il y a aussi un petit peu de nutrition dedans où je donne les principaux axes de comment bien s'alimenter, des erreurs à ne pas faire sur la digestion et tout ça. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce programme, c'est ce que j'ai voulu construire, c'est que tu peux commencer débutant. Puis après, quand tu as fini le débutant, bah, tu vas sur l'intermédiaire. Quand tu as fini l'intermédiaire, tu vas sur le confirmé. Et il y a un truc qui est sûr, et je pense que c'est dans tous les sports, c'est pas pour rien que dans les associations sportives, on dit que les entraînements, c'est le mardi à 18h30 et le vendredi à 18h30, c'est que les programmes, ça t'aide aussi psychologiquement. Tu ne te poses pas de questions. C'est tel jour, tu fais tel truc et tu y vas. Donc, si tu n'as pas la discipline, quand tu achètes ton programme, déjà, tu t'es acheté une discipline parce que du coup, tu vas suivre le truc. Et ça te détache aussi d'un questionnement où tu y vas, je vais faire quoi aujourd'hui? Ah, mais je sais pas, mais j'ai mal là, mais je suis fatiguée. Non, tu suis, c'est tout simple. Ça me donne une idée là. Après courir sans souffrir, je pense que je vais lancer combattre sans se faire mal. Le combattre sans la violence. C'est un peu plus compliqué. Pourquoi pas? Ça me donne une idée. Je suis en train de travailler là. Tout est possible. Par contre, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Vaillante? Les Vaillants. Les Vaillants. Les Vaillants, ça a été choisi au tout début où j'ai lancé la chaîne. On était une équipe à avoir travaillé là-dessus et ils ont décidé de choisir les Vaillants. Moi, j'avoue que pour le coup, j'ai juste suivi et j'ai dit oui et je trouve ça assez c'est drôle, c'est assez rigolo, sympa, mais ça marche et c'est les très sympa. Vaillants. Ouais, Voilà. Et ton public actuellement, c'est plus des filles féminines? Je dirais que j'ai 80% de femmes et j'ai 20% d'hommes. Et j'ai tout âge. J'ai de 25 à presque, je dirais, ouais, 55 ans. Et j'ai même quelques-unes, ça c'est la majorité, quelques-unes qui ont même 65. Et j'ai eu coaché des personnes de 75 ans. Donc, Et alors, avec la pression des réseaux sociaux, etc., ouais. est-ce que tu arrives à rester authentique? Tu arrives à rester qui t'es, en fait? Grâce à mon sport, parce que quand tu as les baskets, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de fake, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de... Quoique maintenant, on a développé des baskets de fou et puis tu peux avoir des baskets, mais il arrive un moment, musculairement et au niveau cardio, tu ne peux plus cacher. Mais quoi. ta personnage, je parlais un peu plus par rapport à ta personnage, à la personne que tu es, à ton caractère. Enfin, est-ce que tu arrives à rester la Laura de tous les jours ou bien tu t'adapter un peu à la communauté? Non, je pense que j'arrive relativement à rester ce que je suis. Je fais peut-être attention quand même. Je ne vais pas le cacher à certaines choses parce que
les réseaux, ça reste quand même à marcher sur des œufs. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Et surtout, je fais attention à quelque chose, c'est que en tant que maman, j'aime pas que mes enfants soient trop sur les écrans. Et donc, je suis pas pour faire du contenu à gogo, du contenu qui n'apporte rien. Parce que j'aime pas que mes enfants scrollent sur des trucs idiots. Donc, du coup, je pense que je me limite dans mes parutions et dans tout ce que je fais, dans les vidéos et tout, pour pas rentrer dans ce truc de contenu pour être regardé pour de la visibilité. Donc, j'essaye de garder aussi cette éthique et je pense qu'on est assez Bien sûr, d'accord ouais. là-dessus. On a décidé de choisir un truc qui nous emmènera pas à avoir des milliers de followers ou des millions, mais c'est pas grave. On choisira de la qualité, des gens qui ont envie d'écouter des choses qui sont intéressantes, qui ont du recul et qui ont de l'intérêt, plutôt que moi je laisse la place aux autres de diffuser des images pour des images et je sais pas, du contenu superficiel, j'appellerais ça. Bah, toi, tu es une jeune maman et une athlète qui est assez accomplie quand même. Bah, comment est-ce que tu arrives à concilier donc, le tout, enfin, entre le fait d'être maman, d'être une athlète d'élite, enfin, bah, comment ça se gère? Je crois que c'est de l'organisation. Vraiment, ça part de ça. Tout est organisé. C'est obligé. Tout C'est est obligatoire, ouais. organisé et je fais des choix. Je fais des choix vraiment. Choisir, c'est renoncer. Mon entraîneur, j'ai un de mes entraîneurs qui m'a répété tout le temps ça. Choisir, c'est renoncer. Je lui disais toujours, moi, je veux renoncer à rien. Je veux être avec mes enfants, je veux monter mon entreprise, être entrepreneuse, je veux être sur les compétitions. Mais en fait, je renonce à rien de ce que je voulais, mais je renonce à tout le reste. Ça veut dire que je vais peut-être moins au restaurant que les autres, je vais peut-être faire moins la fête que les autres. Mais pour moi, c'est pas renoncer, parce que je préfère en fait aller sur la piste d'athlée le dimanche matin que aller au bar le samedi soir. Je le fais aussi. Je sors et tout, j'ai une vie. Les gens ils disent toujours on a des vies de moine, mais croise-moi en soirée. Mais c'est juste que je le fais avec parcimonie et je fais des choix. Et tes enfants, ils font du sport? Et mes enfants, ils font du sport. Et j'avais tellement peur de trop, parce qu'ils sont tellement baignés dans le sport avec moi. Tout petit, je les emmenais à la piste d'athlétisme, parce que je les ai élevés toutes seules. Ils avaient 3 ans et 1 an, quand on s'est séparés avec leur papa. Et moi, je voulais aller à l'entraînement et je les emmenais à la piste d'athlé. Et puis, bah, ils jouaient dans le bac à sable. Et voilà, donc j'ai jamais voulu les pousser au sport de haut niveau, mais je les ai toujours entourés de sport et puis je les laisse. Ils feront ce qu'ils veulent, mais ils savent ce que c'est les compétitions. Ils étaient au départ à l'arrivée de plein de compétitions, ils ont été sous la pluie, dans la boue, ils ont vécu la vie d'une maman, voilà. À propos de ça, quel conseil donnerais-tu à une jeune maman qui Ouais, veut, c'est une bonne question. qui veut se lancer dans le sport? Une jeune maman qui veut se lancer dans le Bah, sport ça peut être la course à pied ou autre, hein, ouais, c'est- ouais, il faut déjà, il faut qu'elle le fasse, ça c'est clair. Il faut qu'elle arrête de se poser la question. Parce que ça va l'équilibrer mentalement et physiquement. Être maman aujourd'hui, c'est bien, mais être bien dans son corps et dans sa tête, et pour tous les êtres humains, il n'y a plus de titre de maman, de patron, de personne qui travaille à l'usine, on s'en fout en fait. Et ça, c'est ce qu'il y a de cool aussi dans le sport. C'est que quand tu arrives sur ta ligne de départ, sur le tatami ou quoi, on s'en fout. Ton métier, ton argent, tout ce que tu veux. Chacun égalité. Mais arrêtez de trouver des excuses. Un short, un t-shirt, une paire de baskets. Après, si tu veux faire des sports où il faut des vélos, des trucs et tout, je dis pas. Mais nous, nos sports, et pour ça que j'ai choisi aussi la course à pied, c'est que j'ai traversé le monde. Et j'ai commencé, j'ai des photos avec des Kenyennes sur des podiums. Je suis en t-shirt manche longue en coton. J'ai tout juste une paire de baskets de Décathlon. Et je suis à côté de 2 Kenyennes. Je suis la seule blanche sur le podium. Et c'est ce que j'aime. C'est des sports qui permettent l'accès à tous. Et donc, pour cette maman qui veut commencer le sport, qu'elle se lance, qu'elle le fasse, qu'elle arrête de culpabiliser parce qu'elle prend 1 heure sur une journée de 12 heures pour elle, ou même 30 minutes, ou peut-être 20 minutes. Si tu es une maman poule et que c'est trop difficile au début, fais du sport avec ton petit à côté. Pourquoi t'arracher le cœur si... C'est pour ça, apprenez à vous connaître. Si tu es une maman qui arrive à lâcher prise et qui arrive à poser le petit 30 minutes et de laisser à papa aller au sport, super. Si tu n'arrives pas, te fends pas le cœur. Prends ton petit à côté de toi, adapte-toi. L'adaptation. Fais du sport à la maison, fais du sport chez toi, progressivement, et lâche pas. Fixe-toi des objectifs, parce que faire du sport pour faire du sport, c'est des objectifs de poids, c'est des objectifs de poids, c'est des esthétiques. Une compétition, la reprise d'un sport dans 3 mois que tu aimerais, en fait, vos objectifs, ils vous regardent. Et aucun objectif n'est négatif. Souvent, les gens me disent, j'ose pas dire, c'est parce que je veux rentrer dans une robe ou je veux plaire à quelqu'un. Non, en fait, on s'en fout de ta motivation, elle t'appartient. Personne n'est là pour juger ce qui te motive.
Personne n'a le droit de te juger. Et peut-être que cette motivation du début qui était superficielle deviendra une motivation complètement autre. Prends ce que tu as, te pose pas de questions et va faire du sport. Ça arrive souvent. Les gens démarrent un sport avec un but et après, ça Ça change. change. Donc, tous les moments qui regardent la vidéo, écoutez le conseil de Laura. Voilà, c'est le moment Mettez vos pour baskets, démarrer. c'est parti. Et avant de commencer le podcast, tu nous avais dit qu'il y a une différence quand tu fais le coaching pour une femme et un homme. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Ouais. C'est pas pour faire la mauvaise publicité, Non. les gars, les garçons. Vous avez une très bonne coach là ce soir en face de vous, mais faites attention. Je pense que il y a toujours une histoire aussi qui peut arriver d'ego. Enfin, pas toujours, mes mots sont mal placés, mais il peut y arriver une histoire d'ego, une histoire de masculin-féminin. Il y a des hommes qui l'acceptent tout à fait et qui n'ont aucun souci d'être coachés par une femme et de se faire donner des directives par une femme. Il y en a d'autres qui supportent pas. Je peux vous dire un truc, et j'ai discuté souvent avec des collègues de boulot. Je pense que les femmes, on est plus dures que les hommes. Donc, les hommes qui disent « Ah, c'est pas une femme qui va… » Faites attention parce que des fois, les femmes, on est plus dures que les hommes. Et surtout, j'ai envie de rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Le rôle du coach, et c'est là où je mettrai un petit point sur nous, les femmes. Le rôle du coach, c'est de bien analyser son athlète et la personne, peu importe son niveau, pour réussir à la faire se dépasser. Il faut l'analyser psychologiquement, il faut la comprendre, trouver sa source de motivation, comprendre qu'à son visage, quand tu lui parles, son intonation, comment elle est aujourd'hui, dans quel mood. Moi, je connais toute la vie de mes athlètes, c'est pas parce que je suis une vilaine curieuse, c'est parce que quand tu me racontes ce que tu as fait le week-end, je sais dans quel état de forme tu es et je vais voir si je vais te pousser, te blesser, te donner une leçon. Super. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et peut-être que nous, les femmes, et encore plus les mamans, moi en tout cas, j'ai l'impression d'avoir encore plus développé ça, ce sens de l'analyse après tout ce que j'ai vécu et avec mes enfants, parce qu'on a tellement l'habitude de gérer plein de choses en même temps, de ressentir après avec les enfants des choses et tout. Les hommes aussi peuvent tout à fait développer ça. Mais peut-être que du coup, ouais, je pense que ça, c'est peut-être plus présent chez la femme qui va coacher que chez l'homme, qui va être peut-être plus carré que chez la femme. Et la préparation mentale aussi fait partie de ça. Et quand tu fais, donc ça veut dire que quand tu fais le coaching avec un homme, des fois, c'est un peu plus dur. Je sais pas si peut-être du coup on a envie de prouver que… Non, je pense que tu vois, dans le sens inverse, les hommes peuvent être machos, mais moi je sais pas comment ça s'appelle dans le sens des hommes. Je me dis, tu es un homme, tu dois être solide. Alors toi, je veux rien te laisser passer. Ben, si toi, tu serais mené à être coach sportif, enfin, préparateur physique, ça s'appelle comme ça, pour une athlète de sport de combat quelconque, ben, comment tu aborderais la situation et quel serait ton point de vue par rapport à cela? Exactement comme tout ce que je vous ai construit, tout expliqué, la construction de la maison, je la reprends comme elle est, je fais l'état des lieux de la maison, je refais des fondations s'il y a besoin. Si les fondations sont bonnes, j'attaque les murs et je refais la même chose. Et la psychologie, je vais chercher la même chose. C'est-à-dire que je l'apprends, je vais prendre du temps pour l'analyser. Je veux savoir d'où elle vient, son cadre familial, sa culture. Zéro jugement, tout le temps ça. Zéro jugement, j'ai aucun intérêt à juger. Ta vie, c'est ta vie, ton passé, c'est ton passé. Ce que je veux juste, c'est comprendre comment on t'a élevé pour comprendre comment tu fonctionnes par rapport au sport. Je vais dire une règle simple. Je demande souvent, ou je demande pas en fait, les gens en parlant. J'ai une cliente, elle me dit, moi quand j'étais petite, mes parents me disaient toujours attention, te fais pas mal, te fais pas mal. T'as quelqu'un qui a été formaté pour pas aller dans l'effort et dans la douleur. Donc tu vas pas le coacher de la même façon que l'autre qui a eu des parents qui lui disent mais allez, c'est pas possible, tu vas pas encore chougner, mais vas-y, mais allez, tu peux le faire, arrête de pleurer. Tu as deux personnes différentes. Tu pousses, tu coaches une de la même façon que l'autre, tu la fais exploser, tu la perds. Et quand tu as un bon feeling avec les élèves, tu n'as pas besoin de poser des questions, ça devient naturel. Ouais, c'est un peu ça. En fait, tu as tes questions de base et puis après, ça vient, tu discutes, tu t'intéresses. Le coaching, c'est de l'humain en fait. C'est pour ça que je dis souvent, il y a plein de bons coachs. Il y en a plein de mauvais aussi. Mais non, il y a plein de bons coachs. Mais il faut trouver le tien. Moi, je suis peut-être un bon coach, mais peut-être pas pour toi. Parce que peut-être le feeling avec moi, il va pas passer. Donc, il faut aussi trouver la personne avec qui t'accroches. Parce que je pense qu'à un moment donné, ton coach, il faut que tu aies 100% confiance en lui. Et un autre coach qui est venu ici, sportif aussi déjà une fois, Michael, et puis on avait dit la même chose, c'est de l'art.
Voilà, C'est de l'humain. il faut trouver les ingrédients, on va dire comme Ouais. ça. C'est ce qu'il Et ça, disait, c'est voilà, ça, Moi, c'est très des fois, il y a des filles, elles aiment les coachs hommes parce que bah, ça lui fait plaisir de montrer à l'homme qui la coach qu'elle fait bien et qu'elle l'écoute. C'est une source de motivation. Tu sais, après, je ne vais pas rentrer dans la psychologie, mais peut-être qu'elle n'a pas eu assez d'attention par son père et que du coup, le fait d'avoir un coach homme, elle peut se valoriser à ses yeux. voilà. Et Ok, comme, ouais. On comme sait tu as dit pas. aussi, le même mot, il peut détruire et il peut se construire. Ouais. Il faut savoir comment jouer, comment utiliser avec les athlètes. Donc, j'ai la même chose aussi Ouais. avec les combattants. Je pense que en haut niveau, avec des athlètes de haut niveau, c'est aujourd'hui incontournable. Tous les coachs, ils sont comme ça, ils savent comment driver leurs athlètes et tout. Même si tu n'as pas étudié, c'est naturel de le Mm. faire. Le problème dans moi, le monde dans lequel j'évolue, c'est qu'il y a des coachs qui coachent des gens qui ne sont pas du tout des athlètes et qui abîment des gens. Parce que justement, ils ne les coachent pas de la bonne façon et tu peux faire perdre confiance en lui à quelqu'un. Tu Mhm. peux blesser quelqu'un. Et du coup, c'est ce qui est un peu problématique chez les coachs aujourd'hui, c'est que on a des gens qui sont formés à l'école, mais qui arrivent dans la vie. Et il y a la différence entre ce que tu apprends et la réalité. Et puis, il y a ce feeling. C'est un métier de passion, être coach. C'est pas un métier qui s'apprend sur les bancs de l'école. C'est pas banquier. C'est clair. C'est Ouais. coach. Et comme Ruben l'a demandé tout à l'heure, par rapport à sport de combat, donc tu es venu l'année passée avec la Ouais. chaîne Avec nous, pour regarder un peu l'édition de C'était Warriors trop cool. Night. Et on va refaire. On va refaire, c'est pas moi. Donc l'organisateur, Emmanuel, va faire au 17 mai. Donc tu es invité à venir si tu veux voir encore une fois. Avec Et ça va plaisir. être un grand événement parce que c'est un partenariat avec le Brave FC. C'est peut-être la quatrième plus grosse organisation actuellement de MMA. Et Incroyable. donc, tu as regardé un petit peu voilà, sur place. Est-ce que tu as vu quelque chose qui peut ressembler au niveau mental, psychologique ces jours-là Mhm. pour la course à pied? Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais... Merci. je peux juste pas remettre. Est-ce que... Comment tu as vécu C'était la première fois que tu étais dans une soirée de sport de combat? C'était la première fois que j'étais dans une soirée de sport combat. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et bien sûr que j'ai eu la chance de pouvoir descendre au vestiaire et j'ai vu la préparation mentale. D'ailleurs, je ne sais plus avec qui on a. Bah, c'est toi qui nous a dit On était avec lui, on était avec Laurie. que tu les prépares du vestiaire jusqu'à la montée sur le ring et tout. Et ça, on le ressent, quoi. Et c'est ce qu'on disait, les gens qui sont là pour regarder, les familles, j'avais la maman de Lauric Ouais. et je me dis pour une maman, elle voit son fils, la fierté, il faut faire la part des choses entre, oui, il combat, mais en même temps, il se construit. Il se détruit physiquement parce que c'est un combat, bah, il s'abîme, il se détruit pas, il s'abîme parce que c'est un combat, c'est ça, mais il se construit en fait. Donc, ouais, non, c'était juste, moi j'adore. T'es invité. T'es invité pour la prochaine fois, ouais. On va Avec trouver grand une plaisir. invitation. Avec grand plaisir. Et par rapport à tes formations, Laura, Ouais. comme je ne suis pas nord, je n'ai pas demandé de te présenter au début. Mhm. Tu peux nous raconter un peu? J'ai fait comment ça s'appelle, mon BPGEPS au CREPS, c'était il y a longtemps, j'avais 20 ans. J'ai fait mon BPGEPS au CREPS de Voiron, donc c'est un diplôme de sport sur un an pour devenir coach sportif et donner des cours collectifs en salle. Et après, j'ai fait une spécialité, j'ai fait une formation sur la nutrition et l'hydratation. Et après, je me suis formée, en fait, vraiment, le plus que je me suis formée, c'est ma curiosité. J'ai tellement lu et j'étais repérée en course à pied à 18 ans. Je voulais tellement être performante, je voulais tellement comprendre. J'étais, je vous dis, j'étais dans les premières personnes à regarder, les premières personnes, ce serait exagéré, mais cette nutrition qu'on appelle manger des graines, la quinoa aujourd'hui qui est devenue une tendance absolue et tout ça, à l'époque, mais moi je me rappelle, même ma mère, elle me disait, mais qu'est-ce que tu manges, mais qu'est-ce que tu fais? Et moi, j'avais qu'une idée en tête, c'était rendre le corps performant. Il fallait que ça soit efficient et performant. Et j'ai du coup beaucoup lu, beaucoup étudié, je me suis beaucoup inspirée, très autodidacte, et je pense que c'est comme ça que j'ai construit, j'ai pris mes bases à l'école et après j'ai tout construit le reste. C'est comme ça, chacun trouve son chemin.
je pense. Et tout à l'heure, avant de commencer, on avait parlé aussi par rapport à la perte de poids. Mhm. Je Oui, te posais la exact. question, donc on va parler de haut niveau, mais même avant le niveau, certains combattants font. Donc, par exemple, l'UFC, les combattants, ils perdent minimum 10 kilos, 10, 12. Pour les femmes, je pense moins, mais j'ai jamais fait attention, mais il y a une perte de poids aussi. Donc, la course à pied, En c'est combien de temps? C'est normal, ça? normalement les camps de préparation des gars, c'est 3 mois. Ils s'entraînent pendant l'année, mais les combats, ils signent un contrat 3 mois avant minimum pour qu'ils puissent se préparer pour ces combats-là. Et c'est là que la plupart, ils perdent beaucoup de poids. Faut ouvrir C'est des voilà, centres de diététique. c'est rare qu'il y en a qui gardent le poids normal, la catégorie, peut-être chez les poids lourds. Mais la plupart, ils Ok. perdent des fois 10, 12 kilos en 3 mois. Des fois, certains, c'est déjà arrivé même en une semaine, 10 kilos, parce que c'était une proposition à la dernière minute. Un gars qui est blessé, donc il y a une place, donc il propose, le gars, il ne veut pas louper. Mais suivant la veille, ils sont encore 7, 8 kilos de plus, ils doivent perdre pas mal, donc c'est de l'eau, de l'hydratation. Comment tu vois ça de ton côté professionnel, pour l'être humain même, et la course à pied, vous perdez, voilà, vous gardez, tu m'as expliqué un peu tout à l'heure, donc si tu peux nous expliquer, développer un peu sur ça, c'est... Pour moi, tu soulèves deux choses. Je vais passer rapidement sur la course à pied parce que ça va aller très vite. On maintient à peu près potentiellement toujours le même poids. On va avoir des variations, mais qui sont moindres parce que chaque kilo de poids de corps en course à pied est porté sur chaque foulée. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des variations de poids parce qu'on s'entraîne à la course à pied toute l'année. On doit couper peut-être 3 semaines dans l'année. Donc, on n'a pas de variation de poids important. Et on cherche toujours le poids limite à partir du moment où on fait du demi-fond. C'est-à-dire à partir du moment où tu fais du 1500 mètres, 3000 jusqu'à marathon, tu cherches toujours la limite du poids le plus bas pour que tu aies le moins à porter en compétition. Donc c'est pour ça que plus tu fais de la longue distance, plus les personnes elles sont relativement maigres. Parce qu'on pourrait presque retranscrire de dire que si tu as 1 kilo de trop, c'est comme si tu portais 3 kilos de plus pour tes Ok. articulations. Donc si tu te charges d'un sac à dos de 5 kilos, c'est en course à pied, c'est comme si tu avais 15 kilos de plus. Donc, si tu peux t'approcher de ton poids le plus bas, sauf qu'on sait très bien qu'il y a des poids où on est plus bon et plus performant et qui sont dangereux pour la santé. Et donc, les athlètes jouent beaucoup, souvent un peu avec ce truc de poids. Et voilà pour la course à pied ce qu'il en est. Et ma vision de votre perte de poids, et ben, je trouve ça génial parce que c'est un discours que je voulais aussi porter, c'est que on n'entraîne pas une personne lambda comme on entraîne un athlète. Donc, et on ne fait pas les choses pour une personne lambda de tous les jours en nutrition comme pour un athlète. L'athlète, bah oui, c'est pas bon de perdre 10 kilos en 3 mois. Bah, c'est sûr que le corps, il aime pas bien les fluctuations. Mais en même temps, l'athlète, il va chercher une performance. Donc, il arrive un moment, en fait, c'est le problème du haut niveau. On n'est pas en meilleure santé. Le sport, c'est bien jusqu'à un certain niveau. Hein. Non, quand j'étais à l'université au Brésil, tous les profs disaient le sport de niveau et la santé, ça marche pas très bien Non, ensemble. non. Pour pas dire que c'est... On va voilà. pas chercher de la santé en haut niveau, on va chercher de la performance. Et aujourd'hui, je pense qu'on fait l'amalgame entre le sport de niveau et la performance. Les gens, ils essayent de s'inspirer de ça pour y rentrer dans leur quotidien. Mais ce que les gens, ils doivent chercher du lambda, c'est la santé. Donc, on est sur deux trucs. Donc, arrêtez de vouloir faire des trucs, d'aller courir à jeun ou des machins. Vous sortez quoi comme perf? Et puis, de toute façon, les sportifs de haut niveau, ils sont pas en bonne santé, mais ils vont chercher des perfs. Ils ont décidé de dédier leur vie et leur santé à ça. Donc, on est dans deux mondes différents. Après, je pense qu'on peut faire les choses intelligemment et bien. Je pense que quand tu as une perte de poids pour tous les athlètes de combat sur 3 mois, il faut minimiser ta perte de masse musculaire. Donc, quand tu perds beaucoup de poids d'un coup, le problème, c'est que tu emmènes pas mal de muscles avec. Et le jour du combat, tu veux être puissant. Donc, tu as intérêt d'optimiser le maintien de ta masse musculaire au maximum. Perdre de l'eau. Ce qui va partir, si tu as une dénutrition, ce qui va partir en premier, c'est le muscle. Parce que le muscle, quand il n'est pas assez alimenté, il s'auto-nourrit. Donc, ça veut dire qu'il se mange lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter les protéines chez l'athlète. Et on fait attention, parce que qui c'est qui traite les protéines? C'est les reins. Donc, après, on retrouve des athlètes à l'hôpital avec des problèmes de reins. Mais il faudrait idéalement
suralimenter un peu l'athlète en protéines, faire attention qu'il ne se déshydrate pas et optimiser sa perte de masse grasse. Mais c'est dans un monde idéal et utopique. Comme tu m'expliquais, tu arrives à la peser, si tu ne fais pas le poids, sauna, et on sort quand tu pèses le bon poids. Ouais. Moi, je fais pas ça avec mes clients. Vélo dans le sauna. Au vélo dans le sauna. Si tu cherches sur YouTube, sur les vidéos, tu vois les gens que des fois, ils sont obligés de se faire apporter jusqu'à la balance. Ouais. J'ai déjà des femmes même aussi, des hommes, et le coach qui l'apporte, qui puisse... tellement elle est au bout de... Ouais, c'est chaud. Après, ils ont 24 heures à peu près de récupération. Mais est-ce que ton corps, il se remet complètement... C'est fou. Il y a des choses extrêmes et moi je mets... C'est dangereux. Oui. Malheureusement, je ne l'ai même pas trop dit, mais il y a eu des décès déjà. Heureusement que ce n'est pas tout le temps. Il y a Jimmy Bienot qui donne une interview sur mon confrère sur YouTube, dans lequel il dit mon ami, il est décédé de faire un coating. Enfin, c'est fou. Parce que ça s'explique scientifiquement. Tu t'enfermes dans un sauna en faisant du vélo, ton cœur il monte et c'est une histoire... que ton cœur, il n'est pas capable de résister à certaines choses non plus. Donc, c'est clair que le discours, il n'est pas non plus de dire tout pour la performance. La performance a ses limites. La valeur d'une vie humaine ne mérite pas le sacrifice d'une vie humaine, d'ailleurs, pour une performance. Je pense qu'on peut améliorer, même si on n'arrivera pas à sauver complètement le côté santé. Faut pas vivre dans une façon la plus intelligente possible pour minimiser tout ça. Et pour maintenir la performance, il a tout intérêt, l'athlète, d'être le plus intelligent possible. Mais après, c'est pour ça que les gens qui vont dans les salles de sport et qui s'habillent et qui font de la sudation, tu vas perdre de l'eau, dans 2 jours, l'eau, elle va revenir. Donc, tu ne fais pas une perte de poids. Je l'ai souvent vu, c'est l'exemple qui, pour moi, est le plus dommage. C'est ça, c'est les mecs qui se couvrent en salle et qui préparent pas des sports de combat, qui veulent juste maigrir, et c'est pas la bonne façon de maigrir. Donc c'est pour ça, attention à ce que vous regardez, inspirez-vous de gens, mais rappelez-vous qu'on n'est pas des athlètes de haut niveau, on n'a pas des kinés, des masseurs, on a un travail à côté, et il y a des méthodes qui sont utilisées pour les athlètes de haut niveau pour aller chercher des performances qui leur convient, parce que derrière ils ont une charge de volume de travail, d'entraînement, que votre corps, il n'est peut-être pas préparé non plus. Donc, si tu prends le plan d'entraînement d'un athlète de haut niveau, même si tu l'adaptes à ton rythme et à ta vitesse, ton corps, il n'est pas adapté à cette charge. D'ailleurs, on parlait de ça tout à l'heure, comment préparer un athlète à la course à pied ou quelqu'un qui veut courir un 10 ou un 20 ou un marathon. Ça fait partie du processus que moi, j'ai mis dans mon programme Courir sans souffrir, où j'augmente la charge d'entraînement progressivement. Et je le dis, en fait, tu augmentes le volume. Et on disait, on ne court pas un marathon à 42 km pour préparer un 42 km. En fait, sur la semaine, on va apprendre à ton corps à faire des kilomètres qui font qu'il va s'habituer à cette charge d'entraînement. Et on peut l'amener de différentes façons, avec des 10 km, avec des 15, avec du fractionné. On va apprendre à ton cœur à monter dans certains rythmes. On va apprendre à tes jambes à encaisser musculairement, qui fait que le jour J, il pourra sortir cette course et cette performance que tu vas atteindre. Au jour d'aujourd'hui, le doping est un fléau dans tous les sports et dans toutes les Souvent, on doit toucher ce sujet. Parce que j'aimerais comprendre si tu penses que ça existe à la course à pied, est-ce qu'on sait que ça existe à la course à pied, à quel niveau et comment ça se contrôle en fait aujourd'hui dans le monde de la course à pied. Je pense que c'est un sujet qu'aucun passionné de sport n'a envie de discuter et d'ouvrir comme débat, parce que c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On saute. Fin de l'histoire. Next. Alors, dis-moi ton souvenir plus marquant pour la compétition. Donc, si je me compris, tu as fait aussi beaucoup de tournois à l'étranger, international. Est-ce que le plus long souvenir, le meilleur, on va dire comme ça, que tu as eu, c'était en Suisse, en France, quelque part? J'en ai plein des très bons souvenirs. J'ai des souvenirs de, comme je te disais, la fierté de mes enfants. J'ai mes premiers souvenirs avec ma jambe, d'être au championnat de France quand tu sais d'où tu viens. T'es fier d'être là, t'es content. J'ai un très beau souvenir aussi du marathon de New York, parce que pour moi, c'était encore une nouvelle épreuve que j'ai relevée.
où mon corps m'a étonnée, quoi. Vraiment, j'ai avalé 42 km sans souffrance. Voilà, comme ton Vraiment. programme, courir sans Non, mais souffrir. j'ai souffert 2 km sur 42. Et ma vidéo en témoigne. J'ai mon téléphone dans les mains pendant 42 km. Et je cours à 10 km/h. Donc ça, c'est des trucs aussi où c'est ce qu'il y a de sympa dans le sport. C'est qu'on cherche la perf, c'est souvent dans le dur et tout. Mais en fait, on ne le fait pas pour rien. On a des petits moments, ces petits moments de gloire qui sont personnels, en fait. Ça, c'est intéressant. Parce que quand on parle de performance, ça, on pense à la médaille, on va dire comme ça. Non, il y en a plein d'autres. Mais c'est pas ça souvent qu'on entend comme réponse des compétiteurs de haut niveau. Voilà, ton plus bon souvenir, le bon souvenir, et des fois les réponses sont comme ça. C'est pas vraiment la médaille. C'est ma plus mauvaise perf, le marathon de New York. Mais je te le sors, c'est mon plus beau souvenir. Voilà. Mais tu as raison. Et je pense qu'il y a plein de fois, en fait, c'est ça, c'est de dire, je suis là aujourd'hui, peut-être des fois, tu étais malade et tu pensais même pas aller pouvoir faire ton combat, ta course, et d'avoir la fierté d'aller au bout du truc. En fait, c'est ton combat par toi-même que tu as remporté. Des fois, c'est, comme je disais, c'est ce qu'on porte en nous. Des fois, on a fait un truc en pensant à quelqu'un et c'est tout ça le sport. Effectivement, c'est pas que la médaille. Et des fois, les beaux souvenirs. Et des fois, les beaux souvenirs, tu t'y attends pas. Des fois, c'est rencontrer quelqu'un à un moment donné sur ton truc et ça te crée un moment qui est magique. Et puis, au niveau résultat, comme ça maintenant, lequel pays c'est le plus fort en marathon? C'est toujours le Kenya ou ça a changé un peu? Éthiopie, Kenya. Éthiopie, Kenya. Ouais, j'ai déjà entendu beaucoup d'explications. Mais je te pose à toi maintenant la question. Quelles sont les raisons qu'ils sont très forts là-bas? Ils sont conçus physiquement, ils ont des membres, des jambes qui sont conçus pour courir. C'est aussi culturel, ils le disent, on court depuis qu'on est tout petit, on court pour aller à l'école, on court pour aller chercher de l'eau. Ils ont ça, ils courent pas pour les mêmes raisons que nous. Eux, ils partent de leur pays, ils viennent chez nous, courir, ils gagnent, c'est sortir de la misère, c'est nourrir un village, t'imagines la motivation, le nombre de gens qu'il y a derrière, le message qu'ils portent en eux. Tu m'étonnes qu'ils sont capables de tout dépasser. C'est des gens, ils sont pris parachutés, pas tous, hein, mais moi, c'est un peu l'image que j'ai. Et après, ils s'entraînent aussi scientifiquement sur des altitudes. Donc, ils ont aussi une capacité pulmonaire, respiratoire, un fonctionnement, je n'irai pas dans ces trucs scientifiques, mais voilà, ils ont des globules rouges, des choses qui se développent parce qu'ils s'entraînent en haute altitude et qu'ils ont l'habitude de s'entraîner avec peu d'oxygène. Donc, quand ils arrivent là, ils sont dopés naturellement. Ça, c'est incroyable. Et pas que. Et donc, moi, je sais qu'il y a aussi des camps là-bas parce que je suivis pendant un moment Tadesse Abraham, qui est le champion suisse par excellence. Enfin, je l'ai suivi pendant un bon moment et effectivement, je sais qu'il allait là-bas pour s'entraîner dans des camps. Ça t'a déjà passé pour la tête d'y aller là-bas pour faire un camp? Alors, d'aller m'entraîner en altitude, oui, j'aurais aimé vivre ces camps. Et je les avais découverts avant. Après, voilà, c'est pour ça que j'ai pas développé ma carrière d'athlète autant que je voudrais parce que j'ai des choix de famille à faire et je peux pas me permettre. Je préfère payer des vacances avec mes enfants qu'aller m'entraîner au camp. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. Et du coup, je préfère faire les perfs avec ce que j'ai. Et je sais aussi quand j'arrive sur la ligne d'arrivée, j'ai fait un post là-dessus et je disais si on pouvait avoir un podium des mamans solo, ce qui est mon cas, je pense que j'aurais gagné encore plus de podiums. Parce que quand tu arrives sur la ligne d'arrivée, que tu es 20 ans, 25 ans, maman, 2 enfants, un boulot, 3 boulots, tu vis chez tes parents, en fait, on arrive tous à la ligne d'arrivée. Et donc ça, c'est pas pris en considération. C'est pas grave, c'est le jeu. Moi, je joue ce jeu-là. Par contre, je sais qui je suis, je sais comment. Quand tu es sur la ligne, elle est devant moi, elle a 25 ans, elle vit chez ses parents. On n'a pas la même vie, on n'a pas la même préparation physique. Mais donc, ouais, non, je n'ai pas pu faire ces camps. Et il y a autre chose qui me pose problème et qui rejoint ces histoires de réseau et qui me fait peur pour ces endroits et ces camps et ces personnes. On est en train d'envahir des endroits et on est en train de commercialiser des endroits et de faire encore une fois de l'argent sur tout ça. Donc, j'espère que ceux qui sont en train de développer toutes ces choses, parce que c'est devenu très en vogue et très publié sur les réseaux,
J'ai toujours un petit côté humanitaire là-dedans. Font attention à ce qu'ils font, même si c'est comme le dopage, c'est une utopie de croire qu'il n'y en a pas. Et qu'il n'y a que des gentils, mais qui font un peu attention à ce qu'ils font et qui reversent un peu d'argent ou développent des choses autour pour les gens qui vivent là-bas, parce qu'à la base, ils venaient chez nous pour survivre, et nous, il ne faut pas qu'on aille chez eux pour coloniser, quoi. Ah, ça, c'est très intéressant. Donc, C'est un vraiment peu... très intéressant. C'est Ouais. comme la boxe thaï, quoi. Ouais, comme la Ouais. boxe Ça fait penser à la thaï, boxe Ouais, ça thaï, fait ouais. penser à la Thaïlande aussi. ouais, ou comme à- le jiu-jitsu brésilien aussi, des gens qui partent là-bas pour faire des contre. Moi, j'ai plein d'élèves qui je vois là-bas pour s'entraîner aussi. Mais c'est cool parce que moi, je ne savais pas que ça existait. Pour la course à Ouais, pied, c'est ouais, en train de se c'est- développer, ouais. c'est- Avant, c'était réservé à l'élite. Et c'est ça aussi maintenant, c'est qu'il y a plein de trucs qui étaient réservés à l'élite avant, et maintenant, tout est accessible à tous. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de soucis aussi dans les sports et des problèmes de santé. Parce que il y a des gens lambda qui vont faire des trucs d'athlètes de haut niveau. Et aujourd'hui, on rend accessible à tous. C'est bien là, de donner l'accès. Et c'est pas toujours utilisé à bon escient, comme les réseaux sociaux, comme les sources d'information. Faut trier, faites vos choix, renseignez-vous. Et tu peux nous parler de Ninja Warrior, s'il te plaît? Je sais que c'était voilà. C'était une grande expérience. Ouais. Ninja Warrior, c'était une fois de plus un gros moment de résilience après, et qui aurait pu être très destructeur. Ninja Warrior, c'est eux qui m'ont contacté, qui m'ont demandé d'aller faire l'émission de Ninja Warrior. Ils m'ont appelé, c'était très court. J'ai fait une interview à Paris, ils m'ont dit ok, c'est bon, enfin voilà, on y va. Et c'était, je crois, quelque chose comme 2 mois et demi après ou 3 mois après. Et Ninja Warrior, c'est que les bras. C'est suspendu d'obstacle en obstacle avec les piscines dessous. Et je trouvais ça génial. Moi, j'adore les challenges. Et je me suis préparée pour. Je me suis dit 2 mois et demi, ça va quand même être chaud. Et j'ai pris un ami qui est à moi qui m'a dit ok, je vais te préparer pour. Parce que ma spécialité, c'est la course à pied, les pieds par terre, et le cardio et l'endurance. Là, c'était tout l'opposé. Et il y a eu le Covid. Et du C'était coup, pendant le Covid. c'était plein Covid. Et là, du coup, ils nous ont dit, OK, on va devoir reporter l'émission, on a des problèmes avec le Covid et tout. Moi, je me suis dit, pareil, ça dépend comment tu réfléchis et ton mindset. Moi, je me suis dit, génial, j'ai plus de temps pour me préparer. Donc, du coup, je vais pouvoir faire plus de performances. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai gagné 6 mois de préparation. Donc, je me suis préparée pendant 6 mois. J'étais physiquement, j'ai jamais eu le physique que j'avais. J'avais des épaules, un dos comme ça. J'étais un vrai petit singe. On m'avait appris toutes les techniques de balancier et tout, ce que les gens, ils se rendent pas compte, mais c'est vraiment un truc de dingue. Et j'ai appris toutes les techniques de balancier pour me rattraper. J'ai eu des trous dans les mains, des entraînements, la peau qui s'arrachait et tout. Mais c'était une super expérience à vivre. Je me suis mis à l'escalade, j'ai emmené mes enfants à l'escalade, on a encore partagé des trucs et tout. Pour ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des fois, c'est pas l'arrivée qui est important, c'est tout le chemin qu'il y a eu. Ça nous a fait une super expérience de famille aussi avec les enfants, parce qu'on allait s'entraîner sur des parcours. Je suis descendue à Cannes pour le tournage. Et à Cannes, donc ils m'ont demandé de descendre avec mes enfants parce que l'image qu'ils voulaient, c'était la maman avec les enfants et tout. Et je devais être accompagnée par quelqu'un de ma famille. Et la veille de partir, il n'est pas venu. Donc, je me suis retrouvée. Comme la cliente qui n'a pas fait Ouais, t'as mal. raison, en fait, c'est l'histoire d'une vie, ça. Je vais arrêter. Un jour, je trouverai quelqu'un qui va rester avec moi jusqu'au bout. Et là, du coup, c'est vrai, et je me suis retrouvée toute seule. Sauf que là, je me suis retrouvée toute seule. J'étais plus jeune, hein, là, j'avais 28 ans peut-être, avec mes 2 enfants qui étaient beaucoup plus petits. Quand j'étais à New York, ça allait. J'étais 35 ans, j'avais pas mes enfants, c'était plus facile. Là, au niveau, je pense que j'ai atteint psychologiquement le plus dur de ce que j'ai pu traverser. Je me retrouve à prendre la voiture, à partir toute seule dans un truc que je connaissais pas, hors de toute zone de confort, avec 2 enfants en bas âge. Je suis arrivée là-bas, tu fais encore des castings, c'est la machine à laver de la télévision et de tout ça. Tu passes encore des castings, des tests physiques pour être sûr que tu puisses passer le truc le lendemain et tout. Et puis, tu tournes à Cannes et c'est la nuit. Il faut que ça soit la nuit parce qu'ils ne peuvent pas tourner avec le soleil. Et quand tu tournes, il faut qu'il y ait aussi tes enfants. Et quand tu tournes à 1h du matin et que tu es une maman avec 2 enfants en bas âge, je t'assure qu'à 1h du matin, tu n'es pas bien. Tu as l'habitude de dormir et que tes enfants, ils dorment aussi. Et en plus, avec les histoires de Covid, mes enfants, ils ne pouvaient pas rentrer sous les mêmes tentes que moi et tout. Et sincèrement, c'est là où j'ai vu mes limites de maman solo. Gérer 2 enfants quand tu dois aller chercher une performance, l'importance du mental. Physiquement, j'y étais. Je rejoins du coup ce qu'on a dit tout à l'heure. J'étais à 2000%. Franchement, j'étais capable d'enquiller tout le parcours sans problème. Et sans problème, peut-être pas, mais j'étais capable.
Et mentalement, c'était tellement dur d'avoir cette triste nouvelle de me retrouver seule là-bas, désemparée, toute seule, avec mes 2 enfants à gérer qui ne comprenaient rien, parce qu'ils étaient tellement petits qu'à part pleurer, manger et réclamer, c'est tout ce qu'ils faisaient. Sur un plateau de télévision, séparés d'eux, à ne pas savoir où ils étaient à des moments, 1h du matin, j'ai vécu la pire expérience de ma vie. Alors que j'avais fait 6 mois de préparation, je suis montée sur le podium de départ. Et je veux pas être médisante, je sais pas si c'était fait exprès ou pas exprès. Ils ont annoncé quelqu'un d'autre avec un autre prénom que le mien. Et il y avait l'équipe en bas, et c'est la télévision, c'est du brouhaha, c'est des grosses caméras de partout, c'est un plateau télé, c'est vous mettez-vous pas là, poussez-vous, attention, t'es dans le champ, c'est un peu des trucs comme ça. Donc t'es très déstabilisé, t'es pas du tout concentré, t'es pas dans ton monde. Il y en a qui arrivent très bien, la preuve, les autres qui ont fait, ils ont très bien réussi. Moi, c'était pas du tout mon monde, mon lieu, mon truc, mes enfants à côté, vraiment, c'était le cauchemar, quoi. Et je monte sur le truc, avance-toi, allez, ça va être à toi. Et les premiers obstacles, c'était 3 sauts sur des plots. On va revenir à l'histoire de ma jambe. 3 sauts sur des plots, sinon tu tombes dans la piscine. Et après, tu peux passer aux ateliers suivants, qui sont tous sur les bras et tout, où j'étais préparée. Sauf que ma jambe, avec l'accident, j'ai fait tout ce que j'ai fait, mais j'ai perdu 30% de mobilité. Et donc, quand je mets une impulsion sur un pied, il y en a un qui va, mais l'autre pas complètement. Donc moi, je vois le premier obstacle que tu découvres. Et là, je me dis, mais moi, ma jambe, je vais... C'est un peu la surprise, c'est sur place que tu sais. Ouais, c'est sur place que tu découvres les trucs. Ouais. Et là, je me dis, je découvre le truc, je me dis, mais là, ma jambe, ça va pas faire. Et je prends peur. Et je me dis, je vais me faire mal en plus. Donc là, t'oublies, tu vois, prépa mentale, tout, anéanti. Je suis à 0. Je me sens comme la dernière des nuls, incapables de rien et tout. Et ils annoncent une autre personne, ils me disent avance et tout. Et au lieu de prendre de l'élan, parce que du coup, je pensais que je m'avance, comme ils me disent, mais je dis, mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Si, vas-y, go, go, go. T'es là, il y a une piscine, un truc et tout. Donc, j'étais à 1 mètre du truc. Au lieu de prendre un élan de 5 mètres pour courir, pour pouvoir passer, j'ai fait 1 plot, 2 plots, 3 plots. Je suis tombée dans l'eau parce que c'est ce qui s'attendait à faire. Je sors de la piscine, trempée, j'ai rien compris de ce qui se passait. Ça va super vite, tu vois. Je sors de la piscine, je te dis, l'enfer, il a continué. Mes enfants, ils étaient tout petits, peut-être 6 ans et 4 ans. Mais le visage de mes enfants, mais la déception. J'étais trempée. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais t'es nulle. Oh là. Là, je te promets que psychologiquement, t'es devant le Miss France qui est un petit interview et tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Laura? T'es là, tu boues, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as envie de lui dire, mais ça fait 1 heure que je suis dans une machine à laver dans votre truc. Mes gosses, ils sont là, c'est 1h du matin, j'en peux plus. Et tu peux pas. Donc tu lui dis, bah, en fait, c'est pas moi qui ai été annoncé. Donc je lui dis, je comprends pas et tout. Et je vois le gros micro et tout qui colle sur le visage de ma fille parce qu'ils essayent de choper des émotions des enfants, un bruit. Elle avait 4 ans, elle était là, elle reculait. Vraiment, je dis, vas-y, moi, je veux sortir de là. Et après, donc, on a quitté le plateau. Donc, bref, je te la raconte comme je l'ai vécu. C'était une mauvaise expérience. Mais l'histoire, elle n'est pas là. C'est que je suis rentrée chez moi. J'ai fait 3 mois de dépression parce que tu rentres, t'as honte en plus. T'as fait Ninja Warrior. T'as loupé tes enfants et t'es passé. Enfin, ouais. Mais avec toute une préparation aussi. T'avais toute la préparation que t'avais, t'as rien pu sortir. T'es frustré en tant qu'athlète, t'es frustré des 6 mois que t'as passé, de ce que t'as fait vivre à tes enfants quand même, parce que c'est encore une préparation d'athlète de haut niveau. Donc, toute seule, je les ai trimballés de partout, je m'occupais moins d'eux parce que je m'entraînais. C'est une réalité, hein. Il y a des moments où t'es obligé de faire des choix. Et moi, quand j'ai décidé de faire Ninja Warrior, je savais que mes enfants, ils allaient passer un peu après, et c'était une histoire d'un temps, et c'était ça. Et je suis rentrée et c'était vraiment difficile. Je crois qu'en plus, j'étais malade quand je suis arrivée à Cannes. Je toussais, donc je savais pas si j'avais la grippe, le Covid, le truc. Mais j'étais vraiment au fin fond du truc. Et j'ai passé quelques semaines à me remettre en question énormément de choses. J'ai fait un gros travail de remise en question. Et aujourd'hui, je suis super fière de ce que j'ai fait. Parce que c'est une réalité de vie. Il y a des limites à tout. Tu peux pas tout t'affronter tout seul. Il faut savoir t'entourer. Il faut savoir accepter de lever la main et de dire je suis pas capable, je peux pas, c'est pas pour moi. Et c'est pas parce que tu loupes quelque chose, que tu as tout bien préparé, que tu es une merde en fait. C'est pas grave, ça arrive même au meilleur.
C'est sûr. C'est Ah, c'est certain. sûr. Et l'histoire est au finalement quand même belle parce que mes enfants ils s'en souviennent. Parce que finalement, on est fiers d'être allé sur un plateau télé, qu'on a fait Ninja Warrior et qu'on a vécu ça et qu'on a vu ça. On a osé faire quelque chose moi j'ai osé faire quelque chose que je me pensais pas capable. Euh, et j'ai développé plein d'autres forces, une fois de plus, mentales, physiques. J'ai créé des souvenirs avec mes enfants. Je me suis donné les moyens d'eux. Et je suis curieuse de voir plus tard ce que ça donnera sur mes enfants. Parce que quand ils seront face à quelque chose, je leur ai montré qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose, une situation qui était face à nous, on a trouvé les outils pour et on s'est donné les moyens d'eux. On a réussi des fois, on a loupé d'autres fois, mais on a essayé. Donc on vivra sans regret. Bah, sinon, je sais que tu as également monté le Bravo. Tougal. Désolé. Ouais. Bah, sinon, je sais que tu as monté le Tougal. Et puis, j'aimerais savoir quand et comment et pourquoi. Je me marre à chaque fois que vous me sortez un truc. On pourrait passer des soirées à sortir des trucs que j'ai faits. Moi, comme d'hab, quelqu'un me dit ça te dit, on va monter le plus haut sommet de l'Atlas. Je dis bah ouais, vas-y, c'est quand? Et puis à chaque fois, c'est ça en fait. On se construit comme ça et c'est un sommet à 4100 mètres. J'ai une condition physique. Ça aussi, tu as la condition physique pour tout faire quand tu es en bonne santé, que tu as une condition physique. On te propose des trucs, tu peux tout faire. Ton corps va pas t'empêcher de. Moi, j'ai ça. J'aime que mon corps m'empêche pas de quelque chose. Je veux qu'il me donne toutes les possibilités. Après, je choisis de le faire ou je choisis pas de le faire. Mais j'ai pas envie de pas pouvoir vivre quelque chose parce que j'ai mal au genou, parce que je me suis mal soignée, parce que j'ai un peu trop de poids, parce que je vais être trop fatiguée. Non, je peux tout faire, après je choisis. Et donc là, voilà, une fois de plus, une proposition. Est-ce que ça te dit, Laura, d'aller C'était faire dans quelle année? le Toubkal? C'était, je sais même plus quand est-ce que j'ai fait ça, il y a 4 ans. Donc, Avant Covid, peut-être 2019 peut-être. Mais ça se fait par étapes, t'as campé, Ouais, on a enfin, dormi sur le camp de base à 3000 mètres d'altitude. Moi, j'ai pris le mal des montagnes à 3007. Je suis partie avec quelqu'un, puis du coup, la personne, elle avançait pas trop, donc je l'ai laissé avec le guide. Je suis partie avec un autre groupe d'Espagnols qui faisait du trail, qui courait. Moi, je me suis dit, ouais, génial, je vais courir, je vais monter en courant et tout. Je suis montée en courant, sauf que je suis vraiment une touriste des fois. Je suis partie sans sac, sans eau, sans nourriture, sans rien. Et à 4000, un peu avant l'arrivée à 3007, je prends un peu le mal des montagnes, je prends un peu, je sais pas, une hypo, je sais pas quoi. Puis les gars, ils me disent, mange un truc et tout. Je dis, mais j'ai rien, moi. Moi, je fais des semi-marathons. Et tu me dis d'aller, pour aller marcher, tu me dis de prendre à manger, mais j'ai pas besoin, tu vois. Ils m'ont filé un truc à manger, je suis repartie, je suis arrivée au sommet. Alors que, ouais, j'avais la tête qui tournait, je savais pas que j'allais aller. Enfin, je savais pas 15 jours avant que j'allais là-bas, quoi. Mais tu l'as fait en combien de jours, en fait? On l'a fait en 2 jours. 2 jours, Ok. ok. Un jour, on est monté au camp de base et Et après, le voilà. deuxième jour, Et après, on est redescendu. Et puis, je suis redescendue en courant. Et avec les Espagnols, on a mangé un couscous à une île chez un gars qui nous a réceptionnés. Et c'était génial. J'ai vécu une c'est tous ces aventure. moments qui... C'est tous ces moments. C'est tous ces moments où tu peux C'est profiter des de ta... bons souvenirs. Ouais, tu profites de ta condition physique différemment que pour aller chercher une perf et un objectif. Parce que là, physiquement, j'étais inarrêtable, quoi. Je pouvais monter et redescendre en courant sans problème. D'ailleurs, c'est un des défis que j'aimerais faire. C'est le refaire et le refaire en courant non-stop. il faut un drone pour filmer ça. Ouais, tu peux il savoir. faudrait. Donc, vu que tu aimes bien les challenges, les défis, prochain défi, je propose, c'est un jour sur le tatami. Allez, sachant, Voilà, soit pour le JB, soit pour le MMA. Donc, voilà. avec Donc, plaisir. le défi est lancé. On verra Bah, si si, Mais si le prenez professeur pas tout de t'invite, suite. il faut y aller. Ouais. Ok, donc merci beaucoup. On arrive vers la fin. Je sais on pouvait passer encore des heures. Sûrement, on va t'inviter encore une fois pour pouvoir parler de tout ce qu'on n'a Qu'on pas n'a pu pas faire. pu, J'espère que j'ai pas oublié trop de choses, parce que comme j'ai dit au début, donc l'histoire elle est riche, le parcours est riche aussi. Donc profitez, partagez, comme ça vous allez connaître encore plus Laura. Je sais pas, elle n'a pas besoin beaucoup, parce qu'elle est déjà très connue sur YouTube. Mais bon, mais nous on a besoin. Abonnez-vous sur notre chaîne, voilà, pour aider le podcast. Et puis voilà, si tu peux laisser un message, tu peux aussi nous dire comment tu fais aujourd'hui, comment les gens peuvent te trouver, voilà, pour les coachings. Voilà, si tu peux laisser un message, c'est cool. Eh bien, moi, je vais déjà vous remercier pour ce que vous faites et vous remercier d'être là parce que partager sa passion du sport et ce que vous nous permettez d'échanger à chaque personne qui passe chez vous, c'est important. Et je pense que tous les sports, je trouve que ce discours ce soir est beau parce qu'on a uni beaucoup de sports entre eux
Et on se rend compte qu'on a plein de valeurs communes et je pense que c'est le message qu'on a tous envie de passer. Vivons de nos passions et on verra où ça nous mène. Donc, encore merci pour ce soir. Et pour ceux qui veulent me trouver, je m'appelle Laura Day Fit. Je suis connue sous ce nom-là sur les réseaux. J'ai un site internet, j'ai Instagram, j'ai YouTube. Le but, c'est pas de m'apporter des followers, mais c'est de vous apporter des programmes de sport, de fitness et de diffuser pour tout le monde. Il y a des choses qui sont payantes, mais il y a des choses qui sont gratuites. Et c'est notre discours aussi aujourd'hui, c'est le sport, ça doit être accessible à tous. Il n'y a pas d'excuses. Vous avez un short, une paire de baskets, let's go. Voilà. Merci beaucoup. Laura. Merci Laura, c'est un énorme plaisir de te recevoir. C'était trop cool. Merci. Hein.